Hello Jedi, Hello, comment tu vas, mec? ça va et toi? Ça va très très bien. Ça va très très bien. On rentre directement dans le sujet. Tu m'as envoyé un tweet que tu as supprimé et tu m'as dit aujourd'hui: «Ouais, j'ai fait des tweets haineux, je m'en suis» enfin, je sais pas si tu en veux ou pas, de quoi ça parlait exactement et si tu veux débattre de cette impulsion que des fois on a de faire des tweets qui sont inutiles et enfin qui sont peut-être inutiles, je sais pas, du coup j'ai pas vu le contenu, de quoi ça parlait? Est-ce que tu veux en reparler ou est-ce qu'on passe directement au sujet? Non, on peut en parler, on peut en parler. On peut en parler. Et c'était pas haineux, c'était juste de temps en temps. Globalement, je suis assez stoïque, comme tu le sais, mais de temps en temps, j'ai quand même aussi mes moments de rage où quand je vois quelque chose, je me dis, mais putain, ça a l'air tellement. Il y a un couac dans ce que je vois et j'ai envie de réagir face à ce couac. Et Twitter, en fait, est un outil parfait pour pouvoir faire ça. Parce que c'est écrit, c'est court, ça t'oblige à aller directement to the point et voilà, c'est Twitter, je pense, c'est la meilleure, c'est le meilleur exemple. J'en ai fait 2 la même journée. Alors est-ce que pour si j'en ai fait 2 la même journée, est-ce que c'était une journée où j'allais pas très bien ou juste j'étais vénère? Je sais pas. Le premier tweet que j'avais fait, c'était, j'ai rencontré un mec il y a 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, qui fait un projet qui est super cool. C'est honorable, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et en fait, c'est Baby VC. Donc en fait, Ah, il fait une formation. Pourquoi tu fais cette tête? C'est non, parce non, que non, j'ai non, un moi j'ai avis bien j'ai un a oui, non, oui, mais pardon, tu vas-y. donneras ton avis après si tu veux. Mais Non, non, je le donnerai laisse-moi pas. dire. Vas-y. Laisse-moi dire. Le mec trop cool, super initiative, ils ont des bons speakers. Donc en fait, c'est une formation, une espèce de bootcamp pour apprendre le métier de VC. Bonne, honnêtement, la team a l'air cool. Les intervenants qu'ils invitent sont de qualité. C'est cool. Mais c'est juste qu'il a tweeté, en montrant le prochain batch, donc les prochaines personnes et j'ai vu que des mecs et des meufs. Alors déjà, j'ai vu des mecs et des meufs, première chose. Donc déjà, c'est bien. Déjà, j'ai vu les 2 sexes, c'est cool et en même temps aussi, je vais expliquer le pourquoi j'en ai rien à foutre qu'il y ait les 2 sexes. Je vais tout expliquer. Déjà, je vois des hommes et des femmes et je me dis: «Bon, bah, cool, déjà, il y a un peu de diversité», même si fondamentalement, j'en ai rien à foutre qu'il y ait de la diversité et j'expliquerai pourquoi. Hem et en fait, c'est juste que j'ai vu que des têtes de mecs et de meufs qui se ressemblaient tous en petite chemise, petit costard et en fait, le premier réflexe que j'ai eu et c'est là que je dis et c'est là que c'est le mauvais réflexe, je pense, c'est je me suis dit: «Tiens, c'est encore les profils, junior VC» parce que ces 3 dernières années, j'ai rencontré pas mal de junior VC. Ils se ressemblent tous, ils parlent tous de la même façon, ils ont tous la même tête. Enfin, il y a quelques exceptions et pour le coup, je me suis fait ami avec les quelques exceptions. Mais ils ont tous la même tête, ils ont tous les mêmes réflexes, les mêmes, modèles mentaux, la même façon de penser et alors là, juste en voyant des photos et c'est là l'erreur, c'est juste en voyant des photos, je me suis dit: «Tiens, encore 20 têtes qui se ressemblent, encore 20 profils les mêmes. Merde, pourquoi on n'a pas des builders, des mecs underground?» Ce que, selon moi, je pense, manque dans le domaine du venture. Et en fait, j'ai fait ce tweet comme ça en disant simplement, bah, j'aime beaucoup Baby VC, je trouve que l'initiative est super cool. Vraiment, fondamentalement, je trouve l'initiative cool. Euh, mais je me dis, putain, merde, encore les mêmes profils. Est-ce que ce n'est qu'un biais visuel? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous la même gueule, tous habillés de la même façon, et tous avec la même expression faciale, ou est-ce qu'en fait, je me loupe totalement, tu vois? Et je pense que je me loupe certainement, il y a beaucoup plus de nuances, et peut-être même qu'on pourra parler avec la personne qui gère Baby ici et il nous dira. Mais c'était un peu agressif, c'était un peu haineux, sur le coup et je me suis dit, heu, «Il doit y avoir de la nuance, supprime ça» et voilà. Donc ça, c'était la première chose et la deuxième chose, c'était, par rapport à Clubhouse. Donc en gros, il y a, une tonne de rooms pour le moment. Ceux qui sont en mode francophone sur Clubhouse, vous voyez au moins 10 fois par jour des rooms créés par les mêmes personnes avec des sujets mais qui vont de A à Z. Donc ça, c'est pas une critique, les sujets qui vont de A à Z. Mais des fois, heu, les discussions parce que du coup, je les rejoins pour le coup, parce que je suis curieux et hem et en fait, ça tourne pendant des heures, heu,
les discussions sont totalement à côté de la plaque. J'ai toujours l'impression que les combats sont pas les bons. On en parlait d'ailleurs, les combats sont pas les bons, les réflexions sont pas les bonnes. On laisse parler tout le monde. Ah, tu vois, les grands défenseurs de la liberté d'expression, OK, mais on laisse parler n'importe qui. Mais du coup, pendant 20 minutes, tu as quelqu'un qui parle et en fait, c'est juste, c'est de la psychologie de comptoir, quoi. C'est de la philosophie de comptoir. Alors des fois, on l'a fait aussi sur le podcast. C'est ça, en fait, le Genre maintenant. paradoxe. Ouais, genre maintenant. En fait, c'est tout le paradoxe, en fait. Et donc je me suis dit: «Putain, ça fait chier qu'en francophone, il y a des personnes qui monopolisent» et c'est génial, en fait, et alors j'ai fait un thread et en fait, je trouvais ça intéressant. Ils monopolisent, sur majorité des sujets. Il y a pas les fonds sont compliqués à saisir et les speakers sont aussi très compliqués à saisir. Hem, mais enfin les gens invités plutôt, parce que je sais que les gens qui gèrent ces rooms-là sont des gens smart, ils sont cool, ils ont des choses à dire, parce que je les connais en plus, tu vois? Donc c'est là, c'est pas le problème, surtout les gens invités et hem et hem et alors je me suis dit: «Mais ça fait chier du coup d'avoir selon moi, une si basse qualité dans les rooms». Pourquoi, il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui se dise: «Putain, en fait, moi aussi, je vois cette basse qualité dans les rooms. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais faire 10 rooms par jour et je vais les faire fois 10 au niveau de la qualité». Tu vois? Et donc je me suis dit, en fait, la seule faute parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes ensuite qui sont venues m'envoyer un message en me disant: «Mec, je pense exactement la même chose, j'ai jamais osé le dire». J'ai eu une dizaine de messages, genre j'ai tweeté, j'ai screenshoté, j'ai mis sur Insta une dizaine de messages, dont des gens, qu'on connaît, qui sont plutôt connus, et ils m'ont dit exactement la même chose et je me suis dit: «Mais vous faites chier en fait à dire ça, parce qu'il y en a aucun qui se lance une room et qui fait un truc bien», tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Mais espèce de connard, toi aussi, tu lances pas de room et tu crées pas des sujets intéressants et tu es pas en train de faire, des clubhouse, super intéressants. Donc en fait, vu que tu ne le fais pas, ferme ta gueule, le jour où tu l'auras fait, tu pourras venir critiquer, les rooms des autres». Et en fait, c'est parce que je me suis dit: «Si moi-même, j'étais à la place de ces personnes-là qui faisaient ces rooms-là, c'est le premier argument que j'aurais eu». Et en fait, c'est un argument légitime. C'est du moment où tu fais pas mieux que moi, tu te tais et tu dis rien, tu vois? Mmh. Et voilà. Et donc voilà, j'avais eu mes bons moments et ce qui n'empêche pas le fait que je le pense. Mais c'est pas parce que je le pense que je suis obligé de l'exprimer et des fois, on pense des trucs qui rationnellement tiennent pas la route, quoi. Et en fait, on peut soi-même se contre-argumenter assez rapidement. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Je sais que toi aussi tu as des avis très, très, Très très, tranché, ouais. très tranchés, assez Hem, opposés même aux miens des fois, mais vas-y, dis-moi? oui, oui, d'ailleurs, partons du principe pour tous les gens qui nous écoutent, on est ultra différents sur plein de points, Jedi et moi. Des fois, je suis très radical et très tranché sur des sujets qui finalement n'apportent absolument, aucune plus-value sur le long terme et donc sur lesquels ça sert à rien de passer du temps. Tandis que lui est, peut-être des fois, bah, dans l'opposé où, il est peut-être un peu moins tranché sur des sujets qui moi m'importent énormément. Donc voilà. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui est marrant et puis sur le long terme, finalement, on se rend compte que grosso modo, c'est on se re enfin, on a plus ou moins les mêmes idées sur le très long terme, quoi. Si je me trompe pas si je dis ça, je pense. Ouais. Alors pour répondre à Baby VC, moi c'est marrant parce que du coup, je l'ai envoyé à quelques potes ce truc-là, notamment des gens qui ont le profil que tu décris, tu vois? Et ils m'ont dit: «Ouais, ben, gros, typiquement Baby VC, et les autres initiatives dans ce sens-là, la plupart du temps, c'est des trucs, pour les mecs qui font des écoles de commerce, faits par des gens, qui ont fait des écoles de commerce». Voilà. Alors ensuite, j'ai plein d'avis un peu plus nuancés là-dessus, et et même sur des sujets, mais on va pas en parler maintenant parce que ça servira à rien. Mais grosso modo, il y a pour l'instant plein de que ce soit, Clubhouse, des initiatives comme BBVC, enfin tous les groupements, toutes les communautés et cetera. Il y a beaucoup de networking qui est organisé pour des gens qui ont rien à vendre, en fait et qui veulent juste, regarder, qui sont juste des curieux. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est à mon avis une des raisons qui explique qu'il y a plein d'initiatives et très peu de plus-value à la fin. Hem et On entend pourquoi est-ce quoi qu'il y a par pas de rien à vendre? builder? Mmh? Ils ont T'entends rien à quoi vendre par à rien à part vendre? enfin, c'est pas des makers, c'est pas des builders. On voit un peu mon micro. Heu, Dans le sens où,
en fait, la plupart, en fait, tu m'as demandé au début de la conversation, enfin, tu as posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de builders, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mecs underground? Eh ben, tout simplement parce que les mecs underground, eh ben, ils veulent rester terrés et que les mecs qui build, ils n'ont pas le temps d'aller faire hi ha ha autour d'un, enfin, avec dans ce genre de conférence un peu bizarre. Donc voilà, ça c'est mon avis un peu gros, un peu grossier sur la situation. Mais oui, moi typiquement, je fais des tweets comme ça, je les supprime pas. Tu l'as vu, hein, Clown House. Donc, Ouais, donc voilà, c'est le petit délire. Mais je comprends, ça m'arrive aussi de temps en temps de supprimer des tweets. Ça arrive, hein. ça arrive à Et tout le monde. beh, Et c'est on se peut-être lance dans le pas, et podcast? je pense que c'est d'ailleurs c'est pas un bon réflexe. Je pense que tu dois own. Ouais, même tes erreurs, mais bon, après, si tu Ouais, la voilà, supprimes tu dans les vois. 10 minutes, ça va. Après, c'est pas une erreur, c'est ça que, en fait, je le pense fondamentalement. Et en fait, pourquoi je l'ai supprimé, c'est parce que dès que j'ai posté, dans les deux cas, j'ai eu plein de messages en mode, tu sais, t'as l'impression du coup que t'as une armée qui pense la même chose que toi et qui ose pas le dire, et du coup, en fait, t'es le représentant du Ouais. propos, tu vois. Et Et ça me tu pas saoule. envie Fait d'être le genre, syndicaliste en chef, quoi. c'est ça, et je suis pas syndicat, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Mais ouais, exactement. Bon, bah voilà, tout ça pour dire Mais après, ça. tu avais dit que tu ferais des rooms de façon Ouais, tu vois, opportuniste par cette exemple. semaine, tu les as pas faites, si? Exactement, en fait. Tu vois, j'ai dit ça, je l'ai pas fait, donc ferme ta gueule. OK. C'est Il te reste c'est encore juste 2 ça. jours, quoi, pour les faire. Ouais, 2 jours, pourquoi? Enfin, d'ici lundi prochain, quoi. En général, on en fait une tous les lundis et cette semaine, on avait dit: «On n'en fera pas cette semaine», mais par contre, Jedi va en organiser une de façon opportune, Ouais. Ouais, comme ouais, ça, ouais. un peu n'importe Et quand. d'ailleurs, toi, tu as rejoint une room, enfin, j'ai vu, tu as dit un truc comme ça, tu as rejoint une room et tu as eu du mal, vas-y, parle-moi de ça et après on parle au sujet, mais on Ah parle non, mais des non, bots. moi, c'était Non, marrant, non, si, 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 si. c'est une room où, en gros, les gens, et c'est comme à l'école. En fait, le problème, mais c'est là-dessus, hein, que je me mets un petit peu en que je me pose la question: «Est-ce que je suis capable de discerner, hem, un discours qui est, un peu, de normie, quand j'écoute une room française. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal, peut-être, d'un point de vue, détection et subtilité, de décerner d'arriver à comprendre que quelqu'un a un discours de normie sur une room, anglophone. Sur une room anglophone, tu vois, j'ai l'impression à chaque fois que c'est: «Ouais, putain, en gros, il envoie du lourd ce type», tu vois? Il sait de quoi il parle, tu vois? C'est un Et je crois qu'il y méta, a il a les mains dans le je cambouis. crois qu'il y a un vrai biais de langue. Moi, pareil, dès que je Ouais, vois du c'est content ça. anglophone, direct, tu te dis: «OK, c'est d'office, ça doit être déjà d'une bonne qualité». Alors qu'en vrai, il y a tout autant de mauvaise qualité en anglophone qu'en francophone. C'est Oui, mais c'est ça et du coup, c'est d'abord, donc ça, c'est mon premier biais, en effet. Mais je mets le doigt dessus, à l'avance. Mais du coup, là, j'écoutais juste une room de mecs et de filles qui racontaient leur dernier voyage et en gros, c'était, «Partage ta destination que tu as kiffé», et cetera. ouais. Et tu as un mec qui est arrivé et qui a monopolisé la discussion pendant 10 minutes pour ne rien dire et puis, en plus, après, il a fait une petite promo pour, son truc de musculation. J'étais là: «Mais enfin, putain, qu'est-ce que c'est que ça?» tu vois? Donc voilà, c'était un petit peu C'est dur. En le plus, c'est du délire. live. Tu vois, honnêtement, je trouve que Clubhouse, c'est un très bon exercice. C'est dur. C'est dur d'arriver, de parler et dire que des trucs bien, ou que des trucs intéressants, ou que des trucs captivants. C'est pas facile. Genre, on n'est pas habitué à faire ça, tu vois? Ouais. Surtout quand tu sais qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement aussi prendre la parole. Tu as un public qui t'écoute, qui attend quelque chose de toi, c'est du live, tu vois? Ici, si les gens aiment pas ce qu'on dit, on a mis des timestamps, ils skippent le sujet directement qui les intéresse, tu vois? Ils ont un format qui leur permet, ils mettent pause, ils disent: «Bon, il me casse les couilles, il a parlé de Clubhouse», je le mets en pause, je le vire. En live, tu peux pas trop, quoi, et c'est super dur, c'est un putain d'exercice, quoi. C'est un putain Mmh. d'exercice. Bon, OK, cool. Vas-y, parle-moi d'une boîte, parle-moi d'une truc, d'une découverte ou n'importe quoi, Alors je découverte. voulais donc pour le 14e épisode de Firm Spot, je voulais commencer, par, une quote de Chris Dixon ou Dixon, je sais pas comment on dit, qui a dit: «The next big thing, in tech will start looking like a toy». Donc en gros, la prochaine grande révolution dans la tech, eh ben, au début, ça paraît toujours être un espèce de petit jouet, un truc anodin, et c'est un truc sur lequel je suis, 100 aligné et j'en parlais tout à l'heure avec un type sur, WhatsApp, j'en parlais avec un de mes amis, product manager, dans une startup à Paris. C'est vraiment une espèce de vérité qui est assez récurrente et du coup, je me suis rappelé de la dernière fois où je me suis dit: «Putain, mais c'est un jeu» et en fait, que c'était pas vraiment un jeu. C'était quand on faisait du farming en septembre, sur la crypto et la DeFi. Donc c'était juste pour introduire là-dessus.
et dire, en fait, quand on en parle et ça, c'est marrant parce que du coup, quand on en parle entre nous, on s'en rend pas forcément compte, mais quand j'en parle à quelqu'un d'autre et que je dis: «Bah, alors tu vois là, tu peux acheter des sushis», les gens ils me regardent avec des gros yeux, «Mais alors, tu peux farmer du yam», mais tu donc farmer enfin, faire de l'agriculture de patates douces en français, tu vois? Les gens ils me regardent avec des gros yeux: «Mais de quoi tu parles mon vieux?» Tu vois? Et pourtant c'est des en fait, c'est une espèce de gamification, mais qui est basée Ça a sur des été gamifié as mécanismes, fuck. Ça a été ouais, gamifié mais as fuck d'ailleurs, ouais. gamifié as fuck et ça fonctionne mais c'est basé sur des mécanismes financiers et qui sont probants, tu Complexe vois? et Ouais, par exemple, tu vois, expliquer la liquidité d'une banque à quelqu'un, ouais, bon, c'est si tu utilises avec des termes simples, c'est facile, mais cognitivement, c'est pas facile de comprendre comment la liquidité d'une banque fonctionne. Et en fait, là, bah, en fait, tu joues avec de la liquidité. C'est tu quand tu farmes, en fait, tu joues avec de la liquidité et en fait, tu es récompensé parce que tu apportes de la liquidité. Et en fait, quand tu le fais en jouant, même si tu comprends pas ce que tu es en train de faire, in fine, tu comprends que le montant que tu as mis, il est bloqué, il fait monter un montant global. Plus ce montant global est haut, plus, le prix augmente et la valorisation du coin augmente. Et du fait que tu apportes de la liquidité, tu as un reward, tu as des intérêts. Et en fait, c'est ça, en fait, la liquidité d'une banque. Mais là, quand tu joues avec un interface, bah, en fait, tu comprends très vite en jouant comment fonctionne la liquidité d'un d'un projet tout court, en fait, hein. C'est ouais, pas c'est ça. enfin, là, en l'occurrence, parce que la plupart du temps, les gens qui fournissent des liquidités, ce sont des banques, mais même, hein, au sein d'une startup, tu as des gros enjeux de, ouais, de liquidité et cetera. Enfin bon, Ouais. je voulais pas rentrer dans le détail, juste pour dire, ça paraît être un jeu, mais c'est basé sur des mécanismes qui sont profonds et qui sont durables. Et en plus, ils sont faits de façon, technologiquement supérieure, par rapport je sais pas moi, à une banque classique qui, Un système probablement fait tradit, des ouais. transferts, ouais, enfin même en interne, Ouais, ouais. ça va être une complexité infernale. Et je suis allé voir juste avant le podcast, aujourd'hui, il y a 40 milliards de TVL, de Total Value Locked, sur, la DeFi. Donc c'est pas rien. Heu et je pense que ça fait même pas 10-15 de la valeur totale du marché des cryptomonnaies. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et du coup, je voulais commencer peut-être en te parlant d'une app que j'ai vue passer, qui est un jeu, à proprement parler. Alors c'est pas le next big thing, in tech, mais quand même, c'est quand même un jeu marrant. Ça s'appelle Millions avec un S point app et c'est, une loterie organisée sur Twitter. Et c'est génial OK. parce qu'en fait, c'est un fonds, enfin c'est pas un fonds, c'est une start-up qui a levé, 3 000 000 dollars, notamment avec, le CEO de Italik, le CEO de Mischief, Alex Boisis de Deal. Donc c'est des gens qui sont malins, qui ont mis de l'argent là-dedans, et qui sont en train d'organiser, des loteries. On se dit: «Mais pourquoi ils se distribuent de l'argent?» Donc en fait, tu vas sur le Twitter, tu rejoins, tu appuies, tu vas sur le site l'URL pardon et tu mets tes 6 Je suis en train de chiffres le ou tes faire 6 là. Je suis numéros. en train de mettre mes Mais 6 de ouais, chiffres là. donc nous, on n'est pas résidents aux États-Unis, donc ça ne fonctionnera pas pour nous. Ah merde. Mais l'idée, c'est quand même de participer. Fais la journée de l'utilisateur, tu vas voir, Je c'est peux pas marrant. mytho là? Je peux pas dire que Si, 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 moi j'ai mis Tom, tu peux aller jusqu'au bout. Et donc, tu choisis tes chiffres, et cetera et en gros, toutes les semaines, ils tirent un numéro et celui qui a le numéro gagnant peut gagner une certaine somme. Alors ils le brandent comme étant 1 000 000 d'euros, mais en vrai, quand tu vas voir sur leur Twitter, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a un gagnant, ils le publient sur Twitter, ça fait de l'audience, ça fait, de la crédibilité aussi ouais, là, je vois et John a gagné ouais, 20 voilà, donc truc tu a vois, gagné John machin a gagné 100 François n'a pas gagné 100 bon, ça, tu le verras pas. Et du coup, en fait, ils sont en train d'attirer l'attention, et en fait, on se demande: «Mais pourquoi est-ce qu'ils distribuent de l'argent des VC?» Tu vois? À quoi ça sert? Et en fait, ils préparent le terrain pour une fintech. C'est anonyme, on ne sait pas encore exactement qui c'est. En regardant un OK. peu sur internet, j'ai vu que c'était fait apparemment par les fondateurs de Gifs.com. Donc c'est des mecs qui s'y connaissent en marketing et surtout en marketing au XXIe siècle, et qui sont en train de faire une fintech et qui là, en fait, sont en train de créer l'espèce d'audience qui serait intéressée par leur fintech plus tard. Donc moi, j'imagine que ça peut être un Cash App, un Venmo, un Lydia, ou bien alors il y en a aussi des gens qui suspectent qu'ils sont en train de mettre en place une espèce de distribution de marques qui veulent faire des espèces de shout-out de leurs produits directement à tout un tas d'utilisateurs, tu vois? OK, ouais. Donc en gros, ils sont en train de bâtir une audience d'une façon qui est totalement, originale,
qui d'ailleurs, enfin que je connais pas la plupart du temps quand tu lances une fintech, bah, commences par faire des ads. Bah, là non, en fait, le gars, il commence en distribuant de l'argent aux gens et ça fonctionne, super bien. C'est drôle parce que je me dis, vas-y, continue, mais C'est j'ai. tout, Vas-y. Ok. c'est tout. Je me dis, ça me paraît très bizarre une fintech. Après, ça dépend quoi, mais c'est typiquement profil à risque. Si je joue au loto pour gagner de l'argent, après, je paye pas, c'est Et non, mais vrai. c'est gratuit. Mais quand même, ouais, c'est vrai. Si je devais payer pour jouer ma part, je suis certainement pas un bon client pour une banque. Mais Oui, alors toutes les fintechs ne sont pas des ne sont pas des banques, mais non, mais même, genre, je bah, suis pas tu vois, par sécure, quoi. Je exemple, suis la un fin mauvais profil. Un profil à risque, parce que je fais du betting, tu vois. Je fais du ouais. gambling. Mais bon, mais de toute Mais façon, je paye pas, dans ce donc on s'en fout. cas-ci, Donc on s'en ouais, fout. dans ce cas-ci, on ne doit pas payer, et on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de construire derrière, mais en tout cas, ça a l'air de bien partir et Il y moi, a un ce qui pixel. m'a étonné, c'est de voir les bah, oui, il y a un pixel, tu donnes Il ton y a un adresse email, pixel tu qui donnes ton Twitter track. handle, Il tu donnes il tout. y a un pixel qui track l'event. Est-ce qu'il track l'event final? Putain, attends, je vais le faire. Est-ce que est-ce qu'il track l'event final? Il track l'event Heu, final. bah, oui, Ah là là, si ok, donc ils qualifient. Donc ils savent qualifier une audience. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ok, ok. Propre. Curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec donc ça, ça. c'est à suivre. Et donc Alex, tout ça, ils ont investi dedans. Yes. Et tu connais les fondateurs, c'est ça? Non, c'est Non, Anon. enfin, C'est les Anon. fondateurs, il paraît que ce seraient les frères Aurélie, et qui ont fait, gifs.com, mais c'est pas encore enfin, c'est pas officiel, Qui a été enfin, c'était revendu là, un non, je article crois. TechCrunch. Ça avait été Quoi? revendu, GIFs. Oui, oui, Ça a été oui, vendu. oui, oui, je Ah, je pense. crois. Je crois. Donc voilà. Ok. Bah écoute, cool. Je vais certainement jouer plusieurs fois. Et 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 t'as faites gagné ou pas? Qu'est-ce qui s'est l'expérience. passé? Mais non, j'ai pas gagné, du coup, vu que je suis pas résident aux États-Unis, ils tirent le tu as une chance sur 1 million et des poussières d'être tiré, au sort, Ouais, et ils font plusieurs tirages par semaine. ouais. Donc ils augmentent aussi ta probabilité d'être tiré. Et ce qui est génial, en fait, aussi, c'est faites l'expérience, faites le chemin de l'utilisateur chez vous et vous verrez, en fait, tout le référal qui est mis en place à la fin. En fait, tu es incité à la fin à partager Million.app à tous tes amis via WhatsApp, via email ou via Twitter. Enfin, donc, vraiment, ils poussent assez loin. Comme je l'avais dit, il y a un pixel qui traque toutes vos actions. Euh, bon, voilà, c'est intéressant de voir ça en fait, comme une stratégie d'acquisition et de lancement. La plupart du temps, enfin, les dernières stratégies de lancement qui ont bien fonctionné autour de nous, c'est des stratégies de lancement comme Superhuman, etc., ou Clubhouse, où tu es seulement sur invitation. Et là, en fait, ils ont choisi un autre angle que je trouve aussi intéressant. Et finalement, à la place de donner de l'argent pour faire des pubs Facebook, des pubs sur Google, ou pour payer trop cher un marketeur qui va pas faire grand-chose, et ben là, ils distribuent l'argent directement aux gens. Et c'est assez straightforward, je trouve. Donc, à voir si ça va fonctionner, à voir comment ils calculent après leur coût d'acquisition, et à voir si tout ça est rentable. Mais voilà, je voulais juste le mettre en lumière. Ok. Écoute, je vais suivre ça. C'est vrai qu'ils operate, là, officiellement sur Dealroom, ils operate as a fintech company. Euh, en B2C. Donc, ça serait une fintech en B2C. Ah, je suis curieux. Je vais suivre ça. T'as pas regardé les premiers followers sur Twitter, qui sait, genre de choses? Pour essayer un Non, peu de. non. Ok. Ça, c'est un truc, si vous voulez savoir qui fait un compte Twitter, regardez les premières personnes qui follow. Si les mecs ont pas fait gaffe, ils ont certainement follow leur propre compte avec leur compte privé. Et donc, vous pouvez voir, ça a cramé quelques personnes dans la DeFi, ce genre de choses qui voulaient être anonymes. Ok. Écoute, moi, j'ai un autre truc là. Je voulais te parler d'un outil qu'un mec fait. Et après, je voulais te parler du mec, sa stratégie et en quoi c'est cool, mais je suis pas convaincu. Euh, alors, l'outil, c'est Grouply, Grouply.com. Grouply, c'est un outil qui permet de track des keywords sur les groupes Facebook. C'est un outil payant, une version gratuite, une version payante, qui te permet par exemple, si je rejoins des groupes Facebook privés sur le marketing, dès qu'il y a de setup sur Grouply, une alerte, dès qu'il y a le mot-clé cold email,
je reçois une alerte et je sais que je peux aller voir qui a publié quoi avec le mot-clé cold email. Et si moi, je vends un SaaS de cold emailing, ben, je vais pouvoir répondre. En gros, l'hypothèse de base, le principe de base, c'est de se dire que quand tu es sur un groupe Facebook, si tu veux commencer à faire de l'acquisition grâce à ce groupe Facebook dans ta niche, au lieu de venir faire du sales upfront comme un gros bâtard et dire j'ai une nouvelle offre, venez voir, tu risques de un, de te faire slasher par les administrateurs et de deux, les gens voient ça grand comme un camion, comme un camion. Ce que tu peux faire, c'est apporter de la valeur au groupe. Et donc, si quelqu'un a posé une question sur le code email en mode ouais, mes emails ils finissent en spam, une bonne stratégie, c'est d'aller dans les commentaires et lui dire tiens, pourquoi ils finissent en spam? Il faudrait que tu regardes A, B, C. Et en fait, c'est de lui apporter de la valeur. Cette personne va voir que tu es un expert, enfin, tu es un expert, tu t'y connais en cold email. Et si tu fais ça plusieurs fois sur le groupe, sachant que les gens sont ils vont de façon récurrente, ils vont voir qu'à chaque fois, c'est François qui répond à toutes les questions de cold email. Et donc, ils vont commencer à aller voir tiens, c'est qui Jedi? C'est qui François? C'est quoi je vois que sur son compte Facebook, il a même une chaîne YouTube. Ils vont voir la chaîne YouTube, ils vont voir que François fait des vidéos sur le cold email et ils vont potentiellement découvrir ton site internet. Et donc, ils vont se dire, tiens, vu qu'il est balèze au cold email, peut-être que s'il a un blog ou un SaaS ou un service autour du cold email, il faudrait que je fasse appel à ses services. Donc, en fait, le principe, c'est juste apport de la valeur et les gens viendront vers toi. Classique, on connaît. Et en fait, cet outil-là te permet de faire ça. Donc, c'est de monitorer et puis de répondre. Ce qui est cool, enfin, on sait tous qu'il existe des outils de monitoring de brand. Donc, en gros, tu peux faire en sorte que si quelqu'un écrit The Farm Spot quelque part sur Internet, on en soit notifié. Il y a Mention et tous les autres outils qui permettent de faire ça. Mais il n'y a pas d'outil qui te permet de faire ça dans les groupes privés. Ça te permet de le faire. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai regardé un peu parce qu'ils sont en mode open data. J'ai regardé un peu leur data. Groupe, Grouply, il fait avec ce mini tool 2600 $ de MRR. C'est cool, mais à mon avis, ça couvre que les frais de service et sans plus. Et en fait, le mec qui fait ça, il s'appelle Mike Rubini. Et c'est un builder SaaS, builder de SaaS. Donc, en gros, il a une petite armée de SaaS, il en a 8 au total. Et à chaque fois, il crée des petits SaaS très utiles qui va mettre à des prix pas très élevés, pas plus de 10-20 $ par mois, ou par an même des fois. Et son but à lui, bah, c'est de démultiplier sa source de revenus avec plusieurs SaaS. Et donc, c'est de distribuer les risques. Et voilà. C'est Il y quoi en a plein qui le pricing? C'est quoi? de ce truc-là, c'est 25 $ par groupe par mois. Et Par donc, il groupe, fait par mois? 2000 par groupe par mois, il fait 2600 de MRR. Donc, il a 100 clients plus ou moins. Donc on En sait tout pas cas, dire. il vend son groupe Ouais, par mois. ouais. Il a plein d'autres SaaS. Il en a un autre que je trouve assez intéressant qui s'appelle Target Snake. Donc Target Snake comme serpent. Target Snake au singulier.com. Et en gros, ça te permet de voir c'est quoi les Facebook groupes qui ont le plus de croissance, qui ont la croissance la plus rapide. Donc en fait, c'est un outil de monitoring qui te dit par exemple, tiens, intéressant, pendant le Covid, j'ai vu que les groupes qui parlaient de boulangerie ont eu une explosion. Et donc, ça te permet d'essayer de repérer des espèces de signaux faibles où tu pourrais potentiellement te placer. Si tu vois qu'il y a un groupe qui a une explosion sur le sujet de Shopify, si tu vois tous les groupes Shopify ont une explosion, tiens, peut-être qu'en fait, Shopify est en train d'avoir une vraie traction de port et qu'il y aurait quelque chose à faire à saisir une opportunité sur Shopify, tu vois. Créer un tool sur Shopify ou peu importe, essayer de le vendre à ces gens-là. Ce tool-là, il est gratuit pour le coup. Mais du coup, voilà, comme ça, il a plein d'outils. Il en a 8 au total. J'ai pas fait la somme de tous les MRR, mais je pense pas que ce soit énorme. Par contre, il en a un parmi les 8 que je trouve qui pour moi est plutôt cool. Enfin, je trouve vraiment intéressant. C'est microacquisitions.com. En gros, pour le moment, il y a une espèce de petite mode où les gens rachètent des SaaS ou des e-commerce. Pas cher, des trucs qui ont été build, où il n'y a pas trop de clients. On en a parlé dans le dernier épisode. Et après, eux, ils essaient de les scaler. Et en fait, il existe plusieurs marketplaces où tu peux vendre et acheter des e-commerce, des noms de domaine, des SaaS, peu importe, des blogs, tout ce que tu veux. Un Mmh. exemple, c'est Flippa, il y a Empire Flippers et plein d'autres.
Et en gros, micro-acquisition, c'est un outil que tu payes une fois. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se plugger à toutes ces plateformes-là. Et en fonction des critères que tu vas lui donner, il va scanner les résultats disponibles. Donc, si par exemple, toi, tu veux acheter absolument un e-commerce qui fait au moins 500 000 euros, qui a fait au moins 500 000 euros en 2020, bah, tu mets ces filtres-là dans micro-acquisition et micro-acquisition va crawler tous ces sites-là où il y a des annonces et te fait un report journalier avec toutes les annonces de SaaS, de e-commerce à 500 000 euros de CA à vendre. En gros, c'est un outil de deal flow, enfin de monitoring de deal flow. Pour le coup, là, il y a une vraie utilité. Il a plein d'autres, enfin, il a plein d'autres SaaS, il y en a 8 au total. Il y en a vraiment des je trouve inutiles et voilà, mais après, voilà. Moi, c'est plutôt la stratégie qu'il a, sur laquelle je suis assez dubitatif. C'est ce truc de vouloir faire à chaque fois des micro SaaS, ce qu'on appelle des micro SaaS, pas trop chers, et d'essayer d'en faire plein. J'ai du mal avec ça. Je me dis vraiment, peut-être qu'il serait plus judicieux de focus sur un seul SaaS, de prendre plus de temps à faire ton user research, à essayer de comprendre c'est quoi la vraie problématique de ton client, à essayer d'avoir des prix intéressants parce que tu sais, des trucs à 5 balles par mois, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est vraiment Mais compliqué. attends, il y a une convergence ou pas dans la stratégie? Genre, il fait que des Ouais, tools par rapport il à Facebook? cross-sell. À mon avis, il cross-sell. Il doit Donc, cross-sell le truc, donc, tu vois. donc c'est pas complètement con. Ouais, mais à mon avis, il doit cross-sell, mais c'est pas assez cross-sell. Moi, du coup, ce que je ferais, c'est que des apps Shopify, quoi, par exemple, tu vois. Je fais que des apps Shopify. Et si je close un mec en e-commerce sur une app, je sais que je peux lui en vendre 4 autres, tu vois. Et je lui ferais même un bundle, par exemple, tu vois. Mais là, il cible des marketeurs slash slash indie hacker, mais il n'y a pas de. Le cross-sell n'est pas évident, quoi. Genre, je pense qu'il a envie de faire du cross-sell. En tout cas, c'est dans la stratégie, je pense que ce serait smart de faire du cross-sell, mais elle n'est pas évidente là. Hmm. Elle n'est pas évidente. Donc c'est juste que je sais pas si c'est une bonne stratégie comme ça de faire plein de SaaS, des micro SaaS. Je sais que c'est une mode, je sais qu'il y en a plein qui essaient de faire ça. Euh, je sais pas, tu vois. Je me dis, c'est peut-être mieux de passer 6 mois sur un seul truc et essayer d'avoir une vraie lifetime value sur son client, une vraie récurrence, pas de churn, résoudre un vrai problème, pouvoir rajouter des features, enfin un vrai SaaS quoi, tu vois. Ça serait peut-être plus malin, mais je sais pas. Donc voilà, je voulais juste, Euh, Moi, je voilà, vois je ça voulais comme juste un. te parler de En ça. fait, pour moi, dans la stratégie, c'est. Enfin, si je pars du principe que le gars, il est pas con et qu'il sait ce qu'il fait et que s'il le fait pour ça, c'est qu'il y a une raison, probablement que nous, on sait pas. Celle que je peux deviner, c'est en gros, s'il y a une convergence dans la stratégie, par exemple, dans le user, il veut s'occuper de tous les gars qui font de la vente sur Shopify, ou bien alors ils vont s'occuper de tous les marketeurs qui utilisent Facebook prioritairement. Ça, ce serait malin, Peut- ouais. Peut-être que petit à petit aussi, il construit un espèce de passif, tu vois. Enfin non, c'est pas un passif pour le coup, c'est un capital de clients. Et qu'à terme, en fait, il va sortir le tool qui Le kiffe vraiment, truc sur qui lequel prend il du va, ouais, temps, qu'il a fallu peut-être, je sais pas, qui peut pas monétiser dès le début, ou s'il commence directement par ça. Enfin, tu vois, tu sais pas d'où il part, tu sais pas où ouais. il veut aller. Donc, ouais, moi, Mais je me dis, mais alors c'est là que je me dis pourquoi il démarre pas directement par un truc solide quoi, au lieu d'en faire 10 000, tu vois. C'est ça le truc, c'est que c'est peut-être du market, ouais, c'est mais peut-être ça que fait d'abord, peut-être qu'il a pas d'idée. Deuxièmement, peut-être que c'est du marketing, tu vois, enfin, du engineering marketing. Donc, en gros, il donne plein de tools qui quelque part, peut-être juste des features d'un gros produit qu'il a juste unbundlé du produit et qu'il donne à ses clients. Je sais pas, j'imagine que c'est une. En fait, j'ai si tu te pensé à dis que tu ça, as ouais. 5-10 ans pour le faire, pourquoi pas, tu vois, maintenant, si tu es pressé et que tu veux faire un truc dans les 6 mois, peut-être que tu fais mieux de faire directement de t'attaquer au truc. Ouais, ouais. Je suis pas convaincu de ce truc de... je suis pas convaincu, quoi. Ouais, vraiment, je suis pas convaincu. Après, j'ai pas cumulé tous ces MRR. Ça se met, il s'en sort extrêmement bien. Pour le coup, micro-acquisition, je trouve ça vraiment c'est intéressant. Je vois la plus-value, je vois le type de client qui est prêt à payer. Euh, mais les autres SaaS, je me dis, ouais, je suis pas convaincu de cette stratégie-là. Mais bon, donc voilà, je voulais quand même vous parler de ça. Est-ce qu'il faut qu'on parle des trucs sur lesquels on n'est pas convaincu? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, pour donner Mais un moi, tu me avis. donnes une idée. Du coup, si j'ai bien compris, attends, tu peux repitcher vite fait micro-acquisition? C'est En gros, il y a plein de un tool de plateformes deal sur flow? lesquelles tu peux. En Ouais. gros, il y a plein Donc, de plateformes sur lesquelles tu peux acheter ou vendre des SaaS. Et
le truc, c'est que quand il y a un bon deal qui est publié sur une de ces plateformes, il est vite vendu. Micro-acquisition, tu payes une fois et en fait, il va crawler tous ces SaaS, OK, d'accord. tous ces marketplaces et en fonction de tes critères que tu as mis dans micro-acquisition, ça va sortir que les deals qui peuvent potentiellement t'intéresser. Ça va te faire gagner du temps. C'est juste un outil qui te fait gagner du temps, Nice. OK, d'accord. tu C'est vois? bon, j'avais bien compris la première fois alors. OK, cool. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai renoté un truc sur une petite feuille. Tu dis: «Ouais, il fait des sas à 5 balles par mois, c'est pas suffisant» et cetera et juste pour donner, je suis d'accord avec toi, hein, juste pour donner, la vision, il y a quelques années, il y a bon, je sais pas si c'est tout con, hein, mais c'est un truc que je me répète régulièrement. Il y a Peter Levels qui a fait, un tweet où il dit: «Comment faire 1 000 000 de dollars?» Il et il dit en décompose en gros, vrai. si tu fais en abonnement et que tu comptes un abonnement pour une année, et ben, si tu vends ton abonnement 500, il faut vendre ton abonnement à 500 personnes si tu le fais payer, 187 par mois. Par contre, si tu le fais payer 9 par mois, pour pouvoir faire 1 000 000 à la fin de l'année, il faut le vendre à 10 000 personnes pendant 12 mois. Ce qui est ultra compliqué et c'est pour ça, bah, par défaut, moi, si je dois faire un SaaS un jour, je pense que j'essaierai de me diriger vers un SaaS où on n'est pas, dans le bas, enfin dans le bas de la valeur, quoi. J'ai pas envie de délivrer un SaaS qui vaut 10 par mois. J'ai envie de délivrer un SaaS qui vaut 200 par mois, par exemple, tu vois? Parce Mmh. que du coup, en fait, chaque vente au début est hyper importante, elle est cruciale et puis tu vois directement la valeur, tu vois directement les 200 qui arrivent sur ton compte. Tandis que si tu vends un truc à 9 et ben, d'abord, chaque vente n'a pas autant de valeur que si elle en avait que si elle Et valait même pour 200. l'acquisition, c'est pas Oui, tu fais oui, pas du tu es tout obligé la de faire même de la stratégie masse et cetera. d'acquisition Ouais. et et la récurrence sur 9 €, c'est certainement pas la même, psychologiquement, quand on paye un truc à 9 €, on pense pas que la valeur perçue soit énorme, alors quand on paye un truc à 200 €, bah, on se dit directement que l'équipe va travailler sur un vrai produit, sortir des vraies features et on peut aussi, vu qu'on sait que le client, il va vraiment payer, un montant intéressant pour nous, on va pouvoir créer une vraie relation avec lui. Donc c'est mathématique et psychologique, Mmh. et c'est clair que c'est plus smart pour moi de faire un SaaS, un SaaS où le client paye vraiment, quoi. Et donc non, on est bien d'accord là-dessus, là même si je devais faire un SaaS. OK, OK, OK. Vas-y, t'as pas un truc là que Ouais. tu peux me sortir? Je vais te parler enfin, c'est vraiment hyper rapide pour le coup. Tu as vu passer Dispo App? Non. Alors, Dispo comme dispo? ouais, tu connais David Dobrik? C'est le youtubeur, américain, qui est assez connu pour faire un petit peu comme à la MrBeast des giveaways et cetera, de Non, mettre bien je ses connais fans pas. et cetera. Bon bref, c'est un youtubeur, pas qui est quand même connu. Et ben, il y a quelques années, il a fait une app, enfin, il y a quelques mois ou quelques années, il a fait une app où en gros, tu transformes ton téléphone en un petit appareil photo jetable. Enfin, tu te rappelles les petits appareils photo jetables qu'on avait quand on était gosse? Ouais, 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 Et ouais. ben, en gros, là, c'est pareil, ça reprend exactement la même UX, la même UI et tu peux zapper et cetera, tu peux faire des petites photos et en fait, ce qui est génial dans l'app, c'est que, il y a 24 heures à tu dois attendre 24 heures pour recevoir tes photos Pour développées développer sur ta ton photo. téléphone. OK. Donc en gros, il les OK. développe même pas en vrai, tu vois? Je sais juste que dans la dans le flow de l'app, eh ben, il prévoit que, OK, tu dois attendre 24 heures pour recevoir tes photos et du coup, en fait, il a reçu je pense 4 millions de dollars d'investissement, notamment en partie de Alexis Ohanian, tu vois, le gars qui a fondé Reddit. Ouais. Et donc je me suis dit: «Mais en fait, il y a un truc là» et puis j'ai vu que ça buzzait sur Twitter et qu'il y a plein de gens qui disaient: «Ouais, toi, tu as une invitation pour aller sur Dispo, moi j'en ai pas, vas-y envoie, c'est quoi ton handle?» et cetera et en gros, c'est une app qui s'est lancée sur le même modèle que Clubhouse, par-dessus, l'expérience appareil photo J'arrive pas à jetable. trouver le site. C'est Dispo, DISPO? Ouais, tape Dispo HQ, enfin HQ, ouais. Ah, OK. Mais tu verras rien, la landing page elle est toute naze. Hem, si tu par contre, tu peux aller voir sur l'App Store si tu veux et en gros, Je trouve pas, hein, honnêtement, DISPOHQ, il y a rien du tout, hein. tape Dispo HQ sur Twitter. OK. Heu et sinon tu tapes sur ton App Store, OK, sur OK. ton iPhone, tu OK, OK, verras OK, OK. J'ai trouvé, j'ai trouvé. et en gros, par-dessus, l'expérience de l'appareil photo jetable et bah, ils sont en train de créer un petit réseau social qui est prisé par tous les gens qui sont un peu in, et en fait, tu peux publier tes photos dans ce qu'ils appellent des rôles. Donc en gros, c'est des espèces d'albums photos qui sont publics et
et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que du coup, il y a une demande folle pour cette app. Alors c'est peut-être juste éphémère, j'en sais rien, mais l'expérience est pas mal, et je voulais juste la mettre en avant parce que je pense que dans les prochaines semaines, il y a des gens autour de nous qui vont me parler de ça, Ouais, probablement. Parce que je là, je sais pense que c'est pas. pas encore dispo Ouais, pour l'UE, ouais, l'app ouais, je vois sociale. je vois le truc avec le Forbes et tout. Je me demande c'est quoi le sous-jacent de ça? Est-ce que c'est pas juste, c'est pas juste le concept. C'est soit ils sont en train de développer une tech incroyable, soit ils ont une stratégie pour créer un réseau social, Mais c'est ça, ouais, de c'est gens ce que qui je aiment viens la de dire. photo et en gros, ils veulent niquer Instagram, tu vois? Et du coup, ils Oui, oui, oui. rentrent par ce truc de, nostalgique, par ce produit nostalgique. Ça doit être ça alors? OK. OK, OK. Curieux de voir, curieux de je suis perplexe, mais je suis curieux aussi. En fait, je suis perplexe parce qu'il y a quelques mois, j'avais téléchargé un réseau social, c'était une app de messagerie plutôt, créée par des designers un peu foufous où, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si ça avait été essayé, j'ai même oublié le nom à quel point ça m'a tellement pas marqué. Sur le coup, ça m'a marqué, je trouvais ça cool à utiliser, mais pour moi, c'est typiquement l'exemple c'est un produit cool, mais tellement inutile, où en gros, tu pouvais interagir avec tout le chat. Tu pouvais, donc en gros, tu as un chat comme sur WhatsApp entre toi et moi et en fait, si je veux, je peux écrire, pas dans la barre en fait, je dois pas écrire dans la barre de type text, mais je peux écrire n'importe où sur l'écran et toi, tu le verras apparaître n'importe où sur l'écran où je l'écris, tu vois? Et donc, en fait, ça te crée des fils de discussion où tu peux mettre des dessins, tu peux dessiner, tu peux écrire avec plein de typos différentes. Et en fait, ça s'imbrique pas comme une messagerie, ça s'imbrique comme moi j'ai envie que ça s'imbrique, tu vois. Et toi, tu le vois comme moi j'ai envie que ça s'imbrique. Et, je trouvais ça cool sur le moment, mais Mais c'est alors là, il typiquement, faut c'est une distinguer œuvre 2 d'art pour choses. moi. Oui, mais c'est ça, il faut distinguer 2 choses. Un, tu sais jamais dire si ce genre d'app social, tu sais jamais dire si c'est éphémère ou si ça va rester. 2, dans le pire des cas, c'est une putain de R&D dans le design, Ouais, voilà, où tu peux découvrir de nouveaux comportements d'utilisateurs un peu plus c'est jeunes, ça. et cetera. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais le mentionner. C'est Non, un, non, mais c'est, ouais, l'expérience un peu rétro, mais que tu peux utiliser là. Tu peux télécharger l'app juste pour pouvoir faire des photos. Elles te seront délivrées dans les 24 heures. Par contre, le côté réseau social, je ne l'ai pas encore testé vu que je n'ai pas encore accès. Mais je trouve ça fun d'avoir construit un réseau social par-dessus cette expérience ouais, rétro. Voilà. ouais, il doit y avoir quelque chose là-dessus, ouais. On verra, on verra. Let's follow, tout ça. Moi, je voulais te parler de une boîte que tu as mentionnée qui s'appelle Italic. Mais je ne vais pas te parler de la boîte Italic parce que c'est un sujet que toi te plaît beaucoup et j'aimerais bien que enfin, je pense c'est typiquement le genre de sujet qu'est Italic, je pense, c'est une boîte enfin, tu vois de quoi je parle? Tu vois ce que Oui, c'est oui, je Italic ou vois pas? très bien, ouais. Ouais. Je pense que c'est un sujet que toi tu aimeras, creuser et expliquer, et même m'expliquer à moi plus en profondeur. Mais en tout cas, j'ai vu une initiative récente de Italic. Donc Italic, c'est une boîte qui produit, c'est bien important, ils produisent des produits consumer, principalement de fringues et des objets de décoration et des objets utilitaires à la maison, de qualité, de luxe à des prix abordables. Qu'est-ce que ça veut dire abordable? Ça veut dire que par exemple, ils peuvent faire une chaussure d'une qualité équivalente à une chaussure que vous pourriez trouver dans un magasin de luxe à 1 000 €. Mais ils vous la vendent à 150 € et c'est juste elle est unbrandée, il y a pas de brand dessus et en fait, ils prennent juste le postulat que, comme on le sait, dans le domaine du luxe, on paye la qualité, mais surtout la majorité du prix qu'on paye, c'est la marque et là, ils vont dire: «Bon, on va te vendre la qualité, on va pas te vendre la marque». Donc ils ont tout unbrandé et ils ont été trouver les fournisseurs. D'ailleurs, certains de leurs fournisseurs et de leurs fabricants sont les fabricants et les fournisseurs de certaines marques de luxe que vous connaissez. Ils arrivent à faire du divisé par 3, divisé par 5, divisé par 10 sur certains produits. Et du coup, ils s'attaquent comme ça à plein de produits. Hem, et en gros, le business model d'Italic, c'est que tu payes le produit évidemment,
mais tu payes aussi un abonnement mensuel, ce qui leur permet d'avoir une baseline de recurring, un abonnement annuel, pardon, un abonnement annuel pour pouvoir avoir accès aux deals qui sortent. Ils ont un système de drop aussi, où ils vont drop un pull équivalent Hermès à 120 €. Un pull qui et en plus, à chaque fois, ils font le comparatif. Ils disent: «OK, vous voyez la qualité de ce pull là, la façon dont ça a été fabriqué et cetera. En fait, c'est le même que pull Hermès à 720 balles là, c'est juste qu'on vous le fait à 150 $», tu vois? Et pour avoir accès au drop, tu dois payer un abonnement mensuel, donc ça, c'est intéressant économiquement parlant, et puis tu payes le produit. Et je sais que la famille, j'en dis pas plus sur Italic parce que tu vas certainement vouloir en parler à un moment donné, mais je sais que la famille du fondateur d'Italic est dans la manufacture depuis très longtemps, et c'était une vraie aide d'être né en fait dans des usines de manufacture. Hem, mais en fait, ils ont lancé quelque chose récemment, un post, sur leur site, que je mettrai le lien sur ce post parce que c'est ça qui est important. Ils ont voulu lancer un produit qui leur était fortement demandé, qui était les bougies. Je sais pas si tu as vu ce post passer? Why we lost money on Ouais, our exactement. Tu candles. tu tu Ouais. l'as lu? Tu l'as vu? J'ai Tu pas l'as lu le lu? post, j'ai juste vu le Twitter, enfin, j'ai vu que c'était du C'est ça. marketing, mais j'ai pas regardé. C'est ça, exactement. En gros, ils ont fait une espèce de petite campagne où ils disent: «Bah, en fait, sur un de nos produits, on a perdu de l'argent». Le produit sur lequel on a perdu de l'argent, c'est des bougies. En fait, apparemment, il y a beaucoup de personnes dans leur communauté qui leur demandaient de faire des bougies de qualité, de très grande qualité, avec des bonnes senteurs, véganes, que le verre, il soit recyclé, et cetera, et cetera, et cetera. Et en fait, en commerce, des bougies comme ça peut coûter entre 150 et 200 $. Et du coup, ils se sont dit: «Bah, nous, on va faire bougies véganes, top qualité, qui se consument pas de suite, avec des fragrances naturelles qui ont été travaillées, qui vont vraiment, rendre votre espace de travail et de vie agréable, verre recyclé». Je sais pas si je l'ai dit. Et hem et du coup, bah, ils sont partis à la chasse des fournisseurs comme ils font à chaque fois. Ils partent à la chasse de fournisseurs de chacun des éléments, et alors ils ont eu des couacs entre-temps. Ils se sont dit: «Une bougie, ça doit être simple à faire». In fine, ils se sont rendus compte que dans une bougie, il y a au total, si je me trompe pas, 6 éléments, donc 6 éléments différents. En tout cas, dans la bougie qu'eux voulaient créer, il y avait 6 éléments à faire, et qu'au niveau de la supply, c'était super dur. Enfin, au niveau des suppliers, pardon, c'était super dur de trouver, un supplier qui avait l'entièreté, des produits qu'il leur fallait pour cette fameuse bougie. Donc ils se sont rendus compte qu'ils ont dû se dispatcher partout dans le monde pour trouver les bons produits pour chacun des éléments de la bougie, et qu'in fine, quand ils assemblaient le tout au prix auquel ils voulaient le vendre, ils étaient en perte. Hem, Parce qu'à chaque fois, en fait, ils démarrent par une price target. En fait, comment ils lancent chaque produit, ils font des espèces d'enquêtes officieuses, en shadow sur, une liste de produits qu'ils aimeraient lancer. Ils essaient de trouver la price target parfaite, et en fonction de la price target, ils se disent: «OK, ça, c'est le price target pour lequel le consommateur est prêt à payer». En fait, il y a un vrai travail de recherche de marché avant de lancer un produit, en fait. Ils disent pas juste: «Vas-y, tu sais quoi? Demain, on fait un pull Hermès». C'est juste, au lieu de faire payer 700 balles, on le fait à 100 balles. Non, ils regardent que veut le marché, quel est le prix pour ce type de qualité-là que le marché est prêt à payer. OK, on a ça comme price target. On va essayer maintenant de réaliser ce produit-là en fonction de cette price target. Et il y a même des produits qui ont du drop parce que c'était impossible d'atteindre la price target. Donc il y a un vrai travail d'analyse de marché avant. Et en gros, cette bougie, impossible de trouver. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient perdants, impossible d'être rentable. Ils ont quand même décidé de lancer la bougie en précommande, à 35 $. 35 $ la bougie. Ils ont été sold out en 3 jours. Ils avaient plusieurs milliers de bougies à vendre, sold out. Ils ont donc délivré les bougies en perdant de l'argent. Ils l'ont quand même fait. Et après, ils se sont dit: c'est pas possible d'être perdant sur une bougie, donc on va essayer d'être rentable. Et du coup, ils ont passé plusieurs mois à continuer le sourcing des fournisseurs, internaliser, parce qu'ils ont quand même certaines usines, internaliser une certaine partie de la production, et ils sont passés de 35 $ à 16 $. Mais il leur a fallu un temps monstre pour y arriver, pour in fine réussir à faire une bougie rentable, alors que le premier batch était à perte. C'est un coût marketing parce que ça fait très, vu qu'on vous aime, on est prêt à perdre de l'argent pour faire un produit que vous allez aimer, que vous nous avez demandé. Donc c'est un gros coût marketing, un gros coût, en termes de
COUP, marketing, mais c'est aussi un coût en termes de coût, de cost marketing pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un produit aussi simple qu'une bougie, si tu veux avoir une qualité du top, du top, du top du marché, c'est très, 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 très dur. Tu vois, moi, je me serais dit: «Une bougie, ça doit être tellement easy à On en a sourcer, parlé à dans un faire» épisode d'ailleurs. et d'une bougie, je sais pas, Si, mais tu si. vois, je me dis un pre on a parlé de bougie? Sérieux? Oui, oui. D'ailleurs, on disait que c'était tout simple à faire et que ta mère en faisait quand vous étiez jeunes. Ah oui, putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, c'était de la localité, tu vois? C'était, Oui, il y a des kits sur, je crois que c'est parce qu'on parlait de kits de fabrication de il faut que je céréales et retrouve, qu'en fait, il y avait la même chose avec des bougies, enfin, un truc comme ça et en fait, non, si tu veux faire de la top qualité, vegan, avec des fragrances, de qualité, avec en même temps, ils ont été chercher loin. Genre le verre, du pot qui tient la bougie, ils ont voulu avoir, du verre recyclé, du verre recyclé trouvé dans les océans, tu vois? Genre, galère as fuck, tu vois? Ils ont voulu faire un packaging handmade, par exemple, tu vois? Ils ont été chercher le truc loin, tu vois? Ils auraient pu te faire une bougie de luxe, mais industrielle. Ils se sont dit: «Non, non, on va faire une bougie de luxe, plus, 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 plus», tu vois? Mais à prix moins, 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 moins et donc voilà et Italique, c'est une boîte que je kiffe beaucoup. Il y a certains produits de chez eux que j'ai voulu commander, mais impossible de se faire livrer, en Europe. J'étais assez dégoûté et j'aimerais bien trouver une boîte qui fait la même qualité que Italique, au prix, en question en Europe. Je sais qu'il y a certaines boîtes qui font ça. Il y en a une en Italie qui fait, des t-shirts qualité plus, 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 à des prix abordables, des prix qu'on nous on connaît, et qui sont unbrandés. Ils sont blancs ou noirs. Ou gris. Il y a 3 couleurs, et c'est une boîte, une grosse boîte, plus de 100 employés, qui fait que des t-shirts. Et je pense que Naval Ravikant avait parlé de cette boîte-là et lui, il achète ses t-shirts chez eux et c'est une boîte italienne, pour le coup. Du coup, voilà, tout ouais, ça pour dire ça et gros kiff sur Italique. J'aimerais bien que tu en parles à un moment donné parce ouais, que je je comptais sais que en parler bientôt tu bien. et je freinais un peu je rongeais un peu mon frein parce que je connais quelqu'un qui veut lancer qui réfléchissait à lancer Italic Bis, du coup un Italic Like mais en Europe et je m'étais dit: «Bon, bah, c'est cool» parce que lui, il est en train de faire toutes les recherches beaucoup plus concrètes. On en parle régulièrement tous les 2. Ce serait peut-être l'occasion en même temps, tu vois, de placer sa nouvelle boîte s'il la lance vraiment, mais c'est tout récent, du coup, je peux pas dire si c'est bientôt ou pas. Tu as vu le VC, l'ancien VC qui veut faire, qui a fait une communauté de manufacturing? Ouais, Je l'ai partagé, je crois. Ouais. ouais, j'ai J'ai pas rejoint la creusé, j'ai pas ah, tu rejoint? Tu peux me parler de ça? Parce que je l'ai vu passer. Je me suis dit: enfin, «Putain, intéressant, manufacturing, what? Pourquoi, du comment? Qu'est-ce qu'il veut faire?» Il veut faire quoi? Il veut lancer un SaaS et en fait, il build une communauté avant? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vas-y, parle-moi un peu de ça. alors lui, du coup, en fait, pour le moment, apparemment, il est sous l'eau, en termes de demandes pour rejoindre, du coup, la communauté Donc c'est une et communauté qui est du coup, là, composée il de nous a quoi? envoyé quoi? C'est une communauté pour les gens qui sont intéressés par l'industriel et le software. Et du coup, c'est pas très clair ce que lui, il vend, à part la communauté. Et moi, j'ai pas encore reçu le lien pour m'inscrire, mais il a dit: «Je fais par étape, par batch, pour que tout le monde soit bien onboardé». Donc à mon avis, il s'inspire, de OnDeck là-dessus. Et donc moi, je suis en attente. Mais il m'a dit, il dit dans l'email: «Ouais, c'est abusé, il y a plein de gens qui nous demandent, vous êtes bien pris, mais je vous envoie un lien plus tard ce mois-ci pour vous onboarder». Mais c'est intéressant, hem pour rebondir sur Italic, le en fait, ce qui se passe en coulisses, c'est qu'ils sont en train de créer, l'operating system des industriels. Donc en gros, aujourd'hui, les industriels, pourquoi est-ce qu'ils passent par Italic et pas par une autre et pas par leur canaux de distribution classique? C'est parce que les canaux de distribution classiques, exactement comme pour l'argument qui vaut, DTC versus distribution en grande surface, et ben, ils prennent un gros pourcentage. En gros, ils réduisent un max les coûts et eux font toute la marge, là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ces manufactureurs? Et ben, ils se disent: «Oh putain, fait chier, je manque une partie du gros bénéfice, quoi». Quelque part, sur la valeur totale du produit à la fin, j'ai qu'un petit pourcentage, alors que c'est moi qui ai fait le travail le plus difficile, c'est-à-dire le travail de la construction. Pourquoi est-ce que je fais pas tout le travail? Pourquoi est-ce que j'ai pas plus de plus-value?
Pourquoi est-ce que je touche pas plus de valeur là-dessus? Parce que j'ai pas les canaux de distribution. Et Italik arrive, il dit: «Bah, voilà, nous, on a les canaux de distribution. Par contre, on va bosser autrement, et on va bosser avec notre operating system». Et donc, en fait, ils mettent leur operating system un peu dans toutes les boîtes. C'est quoi un Heu operating system? bah, c'est comme ton OS sur ton Mac, enfin, Ok. c'est genre le software qui permet de faire en sorte que tout fonctionne. Et donc, ils vendent un OS à Je des... sais pas s'ils le vendent déjà, mais en tout cas, si tu veux, mais c'est marrant parce que j'en parlais justement aujourd'hui avec le type. Si tu vas aujourd'hui sur la plateforme, enfin sur Joblever, donc le site qui permet aux de employeurs de recruter publier des des offres gens. d'emploi. Ouais. Et ben, tu vois un petit peu le type de profil qu'ils recrutent et tu regardes, et en fait, ils sont en train de développer une plateforme interne à destination des manufactureurs. C'est pour ça que j'appelle ça un operating system. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est un petit Plateforme, peu ouais. si j'en parle un jour d'Italic, ce sera plus sous cette version-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment au-delà quelque part des produits qu'ils vendent qui leur permettent de gagner de l'argent sur le court terme, quelque part. Quand je dis court terme, c'est quelques années. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de construire? Peut-être qu'à terme, tu vois, en fait, ils vont dire: OK, c'est fini maintenant, notre site, c'est juste un site vitrine, mais par contre, toute la supply chain, toute la distribution, toute la logistique, et tout le système qui permet de construire un produit jusqu'à le vendre, et ben, ça se fait sur notre software, tu vois? Et il aura closé les plus grandes, usines du monde, tu vois? Les meilleures usines du monde. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est plutôt sous cet angle-là que je l'aborderai. Mais du coup, c'est vraiment, c'est un peu plus de l'expectative, quoi. C'est pas: «Qu'est-ce que fait Italic aujourd'hui?» Mhm, Mais parce que ce mhm, que fait Italic aujourd'hui, tu l'as super bien décrit juste avant, quoi. mhm, mhm, mhm. Donc, clairement. Et, J'enchaîne? d'ailleurs, la meuf du mec d'Italie qui a eu un business qu'on avait kiffé à l'époque, tu vois, notre pote. Ouais. En gros, elle vend un liquide CBD et des gummies CBD. Classique, vous avez vu passer ça certainement. Pour mieux dormir la nuit. Classique. Beaucoup de personnes utilisent Pour le les CBD animaux et pour pour faire les ça. êtres humains. C'est les 2. Ah, aussi pour les animaux, ça je savais pas. Par contre, ils ont un branding, mais incroyable, de l'espace. Moi, c'est le branding qui m'a rendu dingue. C'est un branding manga futuriste. Trop bien. La boîte s'appelle Notpot, Notpot. Vous irez voir, c'est incroyable. Incroyable. C'est un des meilleurs brandings d'ici que j'ai vu. C'est fait pour les meufs, c'est de la CBD fait pour les meufs, c'est sûr, Je sais pas, c'est fait pour les meufs, tu 99,9%. penses? Pour leur Insta et regarde toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui like, les followers, les reposts en story de qui shout out, que des meufs. Que des petites meufs en mode je prends du CBD pour aller faire dodo, je prends du CBD après le travail parce que je suis anxieuse, etc. Et le branding, c'est ça, Ouais, je suis c'est des devant petits là, nounours, c'est c'est des petits Pokémon en nounours. girly. Ouais, c'est ça, c'est des petits nounours et c'est des mangas de meufs un peu futuristes en mode on est les girl power de demain. Girl power de demain. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Euh, c'est incroyable. Cool. Vas-y, tu voulais me parler d'un Alors, truc? ça, c'est ma dernière boîte dont je vais parler aujourd'hui. C'est toi qui me l'as fait découvrir, mais je pense que j'aurais pas mis beaucoup de temps à la découvrir juste après toi, parce que c'est dans le domaine de l'espace. Peut-être que tu allais en parler, je sais pas, Varda Space. Putain, je t'ai fait découvrir un Varda et je sais même pas ce que c'est Varda. Attends. C'est Bon, parmi un des liens que je t'ai envoyé et qui. Ok, qui n'est vas-y, pas parle-moi resté ça. lettre morte, que j'ai vraiment ouvert. Il y a Varda. Donc Varda, ça a été lancé par Delian Asparuhov, désolé si je mange son nom, qui est en fait un principal à Thunder Fund. Donc Thunder Fund, c'est une firme d'investissement qui a été lancée par Peter Thiel, si je ne me trompe pas. Et en fait, le type est fan d'espace depuis des dizaines d'années. Il était dans le domaine de la tech, etc. Il faisait partie de la Thiel Fellowship. La Thiel Fellowship, c'est une bourse à destination des moins de 25 ans ou des moins de 20 ans qui ont des capacités un peu extraordinaires, euh, où en gros ils reçoivent 100K pour arrêter l'université, arrêter en tout cas de leur parcours classique d'étudiants à l'université et pour lancer leur boîte. Donc ça, c'est aussi organisé par Peter Thiel. Donc ça, donc du coup, moi, je regardais un peu ça depuis longtemps. J'adore ce genre d'initiative. Et donc, Delian, il fait partie de cette Thiel Fellowship. Et il a eu un parcours un peu typique d'un mec successful dans le Silicon Valley, mais qui est jamais vraiment tombé sur une boîte qui fonctionnait. Il a rejoint Teespring, il a fondé sa propre boîte qui n'a pas vraiment fonctionné.
mais à chaque fois, il rebondissait et finalement, il est devenu VC à un moment chez Thunder Funds, donc qui est aussi donc qui est, comme je l'ai dit, une firme d'investissement. Et, et donc, en fait, c'est quoi l'objectif de Varda? Donc, c'est une space tech dont l'objectif est de créer des usines dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire factory in space? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle ça? Donc, il faut donner un peu de contexte. En fait, donc Thunder Funds, ils ont investi dans SpaceX et ça, donc ils ont plein de données. Lui, il a plein de potes qui sont chez SpaceX, donc il a aussi plein de données qui lui reviennent. Et entre 1970 et les années 2000, envoyer 1 kilogramme dans l'espace, ça coûtait en moyenne, je vais dire le chiffre exact, 18 000 dollars par kilo. Donc en gros, tu es limité à je ne sais pas combien de kilos, quelques tonnes peut-être pour, quand tu envoies une fusée dans l'espace. Mmh. Et chaque kilo coûte énormément. Du coup, tout le monde réfléchit très, très, très pointilleusement à qu'est-ce qu'on met dans la fusée. Il n'y a pas un truc qu'on peut mettre entre eux, tout est calculé. Et du coup, ça coûtait 18 000 et même avec certains pics à plus de 50 000 quand c'était la Space Shuttle, c'était une fusée un peu particulière aux États-Unis qui coûtait extrêmement cher. Euh, et avec l'arrivée de SpaceX, en fait, il y a un truc énorme qui s'est produit, c'est que le coût d'envoi d'une fusée totale a diminué drastiquement, et du coup, le coût par kilo qu'on pouvait mettre dans une fusée pour envoyer dans l'espace a aussi diminué. Aujourd'hui, ça coûte entre 3 et 5 000 dollars par kilo d'envoyer des kilos, enfin, par kilo d'envoyer une fusée dans l'espace. Et donc ça, c'est un truc qui est énorme. Et quelque part, lui, en fait, son postulat, c'est de dire, OK, la loi de Moore, donc la loi qui dit que tous les ans, la capacité de calcul, enfin la puissance d'une puce augmente à prix constant. Ben, en vrai, ce qui va se passer, c'est que ça va se passer exactement de la même façon dans l'espace. Et ses amis qui sont chez SpaceX lui disent, bah, au coup, nous, on pense que d'ici quelques années, ce sera 500 dollars par kilo. Et puis, et ainsi de suite, tu vois. Donc, en gros, il y a une espèce de nouvelle économie qui va émerger, c'est-à-dire l'économie de, OK, ben, puisqu'on peut envoyer plein de choses dans l'espace, comment est-ce qu'on les envoie et comment ça se passe une fois que c'est là-haut, etc. Donc, lui, en gros, il Mmh. dit, c'est pas dans 2 ans ou dans 3 ans qu'il faudra lancer cette tech-là, c'est maintenant. Et du coup, il a fait un deal avec Thunderfund où, en gros, il incube cette idée-là. Il est allé chercher les anciens chez SpaceX et ils se sont mis à plusieurs, ils sont une dizaine, là, je pense, ils ont levé 9 millions de dollars via, du coup, Thunderfund en partie. Et ils veulent créer les factories dans l'espace. Donc, en gros, c'est des petits satellites, enfin, l'équivalent de satellites. Donc, c'est pas très grand, hein, c'est pas une usine qui fait 10 000 mètres carrés. On parle vraiment d'un petit truc qui est en microgravité, enfin, du coup, qui est en orbite autour de la Terre et qui permet de faire des expériences qui sont totalement novatrices. Aujourd'hui, on les fait sur l'ISS, etc., donc sur la Station spatiale internationale. Grosso modo, c'est principalement de la recherche fondamentale. On étudie comment les cristaux se forment en microgravité, on étudie comment les fluides circulent en microgravité, etc. Ben, lui, il dit, d'ici 2-3 ans, la plupart des boîtes pharmaceutiques vont voir que le coût d'envoi d'une expérience dans l'espace diminue drastiquement, eh ben, elles vont vouloir en envoyer plus, et il faut que quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est eux, c'est Varda Space, ait construit toute la supply chain pour envoyer un truc dans l'espace, faire l'expérience ou construire quelque chose dans l'espace et le ramener sur Terre. Mmh. Et puis en gros, il dit, bon ben voilà, ça c'est vraiment l'étape 1. On apprend à construire quelque chose dans l'espace et puis à le ramener sur Terre, qui a une utilité sur Terre. Et puis dans un second temps, peut-être bien qu'on va pouvoir construire des trucs dans l'espace pour l'espace, tu vois. Donc tu vois, ça c'est toute la vision qui vend. Et je Mmh. trouvais ça super excitant. Et pour te donner un exemple, le type de produit qu'on pourrait fabriquer dans l'espace, c'est par exemple c'est les cœurs. Donc quand tu fabriques un cœur en 3D aujourd'hui, que tu essaies de fabriquer un cœur en 3D, c'est l'exemple qu'il donne lui en tout cas. euh, Fabriquer une membrane dans un cœur, c'est ultra compliqué, c'est très fragile. Et en Un fait, cœur, attends, tu me parles de quoi un là? cœur Un humain, cœur enfin un un cœur, cœur? l'équivalent d'un cœur humain, quand tu reproduis le OK. cœur, etc., eh ben tu, quand tu essaies de le faire en 3D, c'est hyper compliqué parce que les membranes qui sont très 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 fines à l'intérieur de ton cœur ne soutiennent pas le poids de la gravité sur Terre. OK. Donc, si tu commences par les petites membranes et que tu construis le cœur autour, eh ben, tout s'affaisse. Tandis qu'en microgravité ou en micropesanteur, j'ai pas bien compris la différence entre les deux, mais en gros, gravité, c'est par rapport à un Ouais, je point vois dans ce que tu veux dire. l'espace, et pesanteur, c'est point dans l'espace plus vitesse. Donc, c'est plus de la micropesanteur dans ce cas-ci. Donc, là, en micropesanteur, eh ben, tu peux construire quelque chose de façon beaucoup plus subtile, 360 degrés, sans risquer que ça s'affaisse, tu vois. Donc typiquement, c'est le genre d'exemple qu'il donne.
et je trouvais ça super intéressant. C'est impossible Heu, de répliquer de la microgravité ou micro-pesanteur si, sur Terre? si, mais du coup, alors tu fais des vols qui sont, je pense qu'on appelle ça des vols suborbitaux. Donc c'est des vols où, tu montes dans un avion, tu, Ah ouais, prends ton je expérience vois. avec toi et puis il se met en Ça coûte micro-pesanteur le temps de la 5000 balles faire descente. ça, non? Ouais, ça coûte super cher et puis surtout l'expérience dure, je pense que ça dure même pas une minute quoi, le moment où tu es en espèce Ouais. d'apesanteur. J'avais quelqu'un qui avait Donc pris un ticket pour faire ça avec Thomas Pesquet, quelqu'un que je connais, je crois qu'il avait payé 5000 balles pour faire ça. Ouais. ah bah, je comprends. Moi, j'ai trop envie de faire ça. Ouais. D'ailleurs, petit plug, enfin plug, je sais pas comment on appelle ça. Hier dans un clubhouse, j'ai entendu quelqu'un qui disait plug et les gens se sont foutus de sa gueule, donc je sais pas si on dit ça comme ça. Mais du coup, plug pour une petite, pour un il y a un type que je suis LinkedIn qui a réussi avec une team de petites d'ingénieurs, jeunes, à créer cette expérience micro-pesanteur dans un avion biplace, ou un avion une place. Enfin, donc en gros, Ok. ils mettent toute l'expérience dans le bac, enfin à l'arrière, dans le coffre, quoi. Et à la place d'avoir tout un avion énorme qui va faire le truc comme ça et qui prend une demi-heure à monter, enfin une demi-heure pour approvisionner l'avion, puis ensuite les mesures de sécurité, etc., patati patata, bah, ils mettent directement l'expérience à l'arrière d'un petit biplace. Et le petit biplace fait l'expérience à la place du gros avion, ça coûte beaucoup moins cher. Du coup, ils targetent tous les étudiants, etc. Je ne sais pas d'un point de vue business comment c'est pensé et si c'est pas juste des ingénieurs qui s'amusent entre eux à faire un truc un peu what the fuck. Mais je trouvais ça intéressant de voir que pour le moment, il y a une espèce d'explosion enfin, que je remarque en tout cas, de business dans l'espace, ou en tout cas de nouveaux projets Bah, spatiaux. Elon Musk un peu démocratisé et montré aux Ouais, gens que si tu voulais, tu pouvais, quoi. et là, il vient de C'est... lever 78 milliards, si je me trompe, non, 800, j'ai de la merde là. Il a Beaucoup levé d'argent. genre des centaines de milliards. Beaucoup d'argent. J'ai vu passer Ouais. ça hier, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est monstrueux. Et j'avais l'opportunité d'acheter des shares SpaceX d'un secondaire au début, au début de, du premier confinement en 2020. Je ne l'ai pas fait. Tu te rappelles Je du pense que price je par vais. share? Non, je pourrais Parce aller que là, le récupérer price la par data. share, il vient d'atteindre quasiment les 400 $, je crois. Non, mais je me suis chié dessus. C'est clair. Enfin, j'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Ça arrive. C'est Euh, quoi, vu qu'Elon Musk est dans la crypto maintenant, s'il faisait une crypto par rapport à SpaceX, gros, ouais. il y a Bon. des gens qui parlent, ils parlaient l'autre jour de faire un Mars coin. Je trouve ça Ouais, j'ai génial. vu, mais il Il est est sur surtout une sous planète, drogue, pour le coup. Ouais. il est sur une autre planète, le mec. Ok, trop cool. Et du coup, cette boîte, elle est en train de se lancer, bah, elle a Ouais, commencé là, et ouais. Donc, lui, il essaie de trouver donc, Delian, là, il essaie de trouver des mecs pour l'aider à le faire, etc. Il trouvait personne pour le faire. Et du coup, il a fait un deal avec Thunder Funds pour lancer ça. Et il s'avère qu'il a réussi à recruter des gens de chez SpaceX pour l'aider à lancer. Et là, il dit en 6 mois, là, tout est lancé. J'ai écouté 2 podcasts de lui, c'était super intéressant. Franchement, il a. Alors après, tu vois que c'est. Tu vois, du coup, il explique, tout le monde lui demande, mais comment tu fais pour être VC et en même temps faire cette boîte-là? Et du coup, tu vois bien qu'il est pas super à l'aise. Et quand tu regardes, du coup, il a fait un tweet où il détaillait un peu ça. Il passe que 1 jour par semaine chez Varda en physique. Le reste du temps, il est en remote, il fait 1000 choses à la fois. Et ce que je trouvais super malin, parce que du coup, il continue à faire les deux en même temps, Space et Varda, euh, c'est que quand il téléphone à d'autres boîtes dans l'espace, ou à des boîtes pharmaceutiques, ou à des boîtes, ou à des startups qui se lancent dans la pharmacie, Mhm. etc., eh ben, il arrive et il change de casquette au fur et à mesure de la conversation. Genre, tu vois, des fois, il est le CEO de Varda, enfin, ou le cofondateur de Varda, et vu il arrive en les appâtant en disant, ben non, moi, je suis partenaire chez Thunder Funds, tu vois. Et je trouve ça malin parce que tu vois, du coup, il a toutes les portes qui lui sont ouvertes et il rencontre plein de gens. Et je trouve que ça, c'est un unfair advantage qui est pas mal. Ouais. Et je pense que si tu veux faire du space comme lui, au début, la première année, c'est pas que c'est pas du building, mais c'est beaucoup de relations, c'est beaucoup de calls, c'est beaucoup de partnership avec des gens, c'est de discussions avec des slides, c'est essayer de comprendre si c'est faisable, qu'est-ce qui est faisable, avec qui c'est faisable. Euh, ça doit être long, quoi. Tu builds pas, quoi, au début. T'es pas là dans un garage en train de faire un truc, quoi. En tout cas, pas au Ouais, début, je pense.
Ouais, bah, du coup, il dit, avec ce qu'on a levé là, 9 millions, on peut à peine faire notre MVP. Mmh. Parce que tu vois, les gens ils disent: «Mais en fait, comment tu fais? Parce que pour le faire une boîte dans l'espace, il faut énormément d'argent, il faut beaucoup plus que 9 millions. Qu'est-ce que vous allez faire avec 9 millions?» tu vois? Et il dit: «En fait, les 9 millions, ça nous permettra d'arriver à l'étape où on aura un quasi MVP et tous les signaux pour dire: "OK, c'est bon, go là, maintenant on met les 100 millions sur la table", tu vois?» Mmh mh. Mmh. Et ça, je trouve ça malin aussi. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, lui, dans une autre interview, il disait: «Ouais, on se voit un peu comme le Foxconn, pardon». Donc Foxconn, c'est la boîte qui fabrique les iPhones en Chine avec une mauvaise réputation, mais qui f je pense est pas mal d'un point de vue, organisationnel, et supply chains et cetera. Il dit: «Nous, on se voit vraiment comme le Foxconn de l'espace, quoi. On a envie de créer les usines slash les automatisations slash la supply chains qui permettra, de créer, l'industrie spatiale dans le futur». Et ça, je trouve que c'est malin et c'est le genre de boîte dans laquelle j'aimerais bien travailler, mais je ne sais pas comment y accéder, quoi. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà. C'est intéressant. La dernière chose que tu viens de dire, c'est intéressant. Comment y accéder et je pense aussi, tu vois, tu t'imagines rentrer dans ce genre de boîte, qu'est-ce que tu ferais? Dans le sens où, tu vois, jusqu'à maintenant, tu as fait plein de choses, hem et tu te rends compte que des fois, si tu veux rentrer dans une industrie, je pense, hein, après on va en parler, mais si tu veux rentrer dans une industrie, hem et des fois, ce que tu as fait ne te donne pas de va falloir te réinventer, tu vois? Va falloir réapprendre des choses et des fois un peu Ah, tard. Enfin, ouais. pas tard, tu vois? Mais genre des fois, tu as 30 ans, tu veux rentrer dans une nouvelle industrie, tu as des skills pour certains types d'industries et pour certains types de modèles, mais dans l'industrie et dans le modèle où tu veux rentrer, en fait, tout ce que tu as fait, c'est cool, mais c'est pas utile. En fait, il faut autre chose comme type de compétences et hem et donc comment tu fais pour rentrer dans ces boîtes-là, en fait, tu vois? Et alors que tu vois, je sais pas, c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, tu vois? Mais c'est en fait, je me dis: «Regarde moi où comment je pourrais faire aujourd'hui, pour rentrer dans une boîte dans le space?» Je pense que déjà ce que je sais faire dans une boîte aujourd'hui, ça servira à rien en fait. Il faudrait plutôt que j'essaie de comprendre, comment, fonctionne, la supply chain comme tu le dis, apprendre à négocier avec des fournisseurs, apprendre à, savoir estimer, si, si un producteur te la met à l'envers ou pas, savoir faire du management de projet, mais du projet industriel, ce qui est pas du tout la même chose que ce que je sais faire maintenant, tu vois? Toi, tu l'as un peu fait, en Asie, je me souviens, mais tu vois, si tu devais rentrer, tu rentrerais par quelle porte? Ben, la porte la plus simple, mais la plus chère, c'est celle de l'argent. Donc comme en fait, Delian, il a 0 compétence dans l'espace après avoir lu 2 romans, science-fiction, spatiale, tu vois? Donc mais lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a amené tout son carnet de relations, qu'il sait comment manager une boîte, je pense et que, aussi il met un paquet au début et il sait bien il garantit quelque part l'accès au paquet si on arrive à faire le chemin entre les 2, tu vois? Au paquet suivant. Donc ça, c'est l'argent. Après d'un point de vue concret dans mon cas, heu, mais j'ai le même problème que toi. Le problème, c'est qu'on a fait des trucs qui étaient ultra ultra excitants, mais qui sont 100 online. Quelque part, il y a très peu d'implications physiques. Enfin, quand tu fais du software et qu'il y a une implication sur la ré il a toujours une implication sur la réalité à un moment ou l'autre, tu vois? Donc c'est une chose, mais là, on parle de faire un truc qui est directement imbriqué avec la réalité et si tu te trompes dans l'espace, bah, directement ça tu te manges la gueule, et c'est tu atteins la plupart du temps un point de non-retour, quoi. Si tu fais une erreur ben, je sais pas moi, de supply chains ou de choix de manufactureur je sais pas moi, du fuselage de ta fusée et cetera, et ben, Du tu coup, mort. ouais, C'est du trop coup, tard. son métier à lui, c'est en fait, c'est de recruter Ouais, des gens 1000 fois plus smart que lui, qui peuvent faire le taf et de savoir les souder entre eux, quoi. Je ouais. pense que ça va être ça, en fait, c'est son skill, c'est recruter les bonnes personnes. Donc ça veut dire pouvoir mettre le bon contrat sur la table avec l'argent, et les modalités qui sont intéressantes. Pouvoir les convaincre sur une vision et pouvoir les convaincre aussi sur une facilité d'accès de par le fait qu'il a le réseau et cetera, quoi.
Ok, ok. C'est compliqué, quoi. Oui, Mais mais non, mais tu trouves pas ça frustrant à l'échelle personnelle, là? Oublions Varda 2 secondes, de se dire que si demain Internet est coupe-coupe, tu vois, on saura se débrouiller, tu vois, parce on a du bagou, etc., et on n'ose pas prendre des risques, etc. Donc je me fais pas de soucis, mais sur le très court terme, si on basculait dans une économie militaire, tu vois, où en gros tu produis et puis tu fais la guerre, et ben, grosso modo, je suis sûr que je serais le con qui se retrouverait avec une baïonnette sur le front parce que je sais rien faire à l'arrière, tu vois. Je sais pas calculer la balistique d'un missile, tu vois, la physique de, je sais pas moi, je sais pas, de créer un pont, tu vois. Je sais pas faire ça. Non, je pense que toi, ce que tu pourrais bien faire, c'est convaincre quelqu'un de t'aider, de donner du capital, tu vois. Je pense que tu pourrais. En fait, si tu sais vendre une histoire, que tu sois dans les années. Je veux dire que tu sois dans un état de guerre ou dans un état de paix très futuriste comme le nôtre. euh, et si tu sais convaincre, et raconter une histoire, et que tu es déterminé, je pense que tu peux quand même. Tu vois, non, tu ne sauras pas calculer comment fabriquer les balles. Par contre, tu sauras certainement aller chercher l'argent qu'il faut pour, et recruter les bonnes personnes et t'immiscer dans les. En fait, ça dépend si tu es dans une économie où le réseau est primordial. Du coup, tu dois build un réseau. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'en fout du réseau. Tout ce qu'il te faut, c'est un ordinateur, un investissement très minime, beaucoup de curiosité. Et en fait, je pense que tu me diras si c'est ça, mais dans le cas où toi tu me parles, c'est un cas où ça n'existe pas. Et ce qu'il te faut, c'est du capital et du network. C'est Et encore donc, très, très politisé et très public, tout ce qui est spatial. exactement. D'ailleurs, Mais du coup, tu sais que tu c'est peux pas ça. travailler chez SpaceX. C'est-à-dire que même si tu étais le Faut être meilleur ingénieur américain, du je monde, pense. ouais, il faut être américain. SpaceX peut pas engager des gens qui sont pas. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme de l'industrie De de l'espionnage ou quoi? l'armement, quoi. Ah, ok. Ouais, Ok. Ok. parce que Ok. quand tu Ok. lances une fusée, tu peux faire plein d'autres choses avec. Ouais. Donc, ouais, ça c'est intéressant. Mais, Ouais, mais, mais, voilà. mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais il faudrait se retrouver dans un scénario où Internet est totalement coupé. Et du coup, là, ce n'est plus que tes soft skills qui comptent, tu vois. C'est plus est-ce que tu arrives à convaincre les bonnes personnes, être là au bon moment. Est-ce que tu sais raconter des histoires, quoi. Et est-ce qu'après, une fois que tu as réussi à convaincre avec des histoires, est-ce que tu sais mettre un plan d'action en place et avoir les bons soldats avec toi dur, hein. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Bon. Et Là-dessus, ben écoute, là-dessus, on a terminé. Est-ce que tu as investi dans quelque chose récemment? Je te disais, on termine sur ça. est-ce que j'ai investi dans quelque chose récemment? Non. Enfin, comme d'habitude, les cryptos, quoi. Ouais, mais quoi? C'est quoi ton dernier bail? Tu m'as fait un super bon call, Muse. Ouais, Merci beaucoup. Muse. T'es sorti ou pas? Non, à regret, c'est-à-dire que j'ai pas TP. Donc, on vous a parlé de Take Profit dans le dernier épisode. Et là, il m'a fait un call de cette crypto-monnaie que j'ai acheté. J'étais à x5 et je n'ai pas pris de profit. Là, je crois que je suis redescendu à x3. C'est quand même bien. Mais j'ai pas de prix de profit. Et quand c'est redescendu à x3, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû prendre un peu de profit. Mais sinon, c'est quoi ton dernier bail? C'était ça, c'était Muse. C'était Muse. Ah non, j'ai investi dans. Mais ça, c'est un call qu'on m'a fait, j'ai pas vraiment regardé, du coup, je veux pas en parler. J'ai pas envie potentiellement mettre les gens dans le défaut. Ah, mais ce n'est pas Voilà. de conseil en investissement, Oui, oui. évidemment. Faites attention, tout ça est Surtout fictif. Jedi qui fait joujou sur la Binance Smart Chain. Moi, je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. J'ai dit que Pour le moment, c'était je trop tard. prends énormément de risques depuis quelques jours, c'est vrai, sur des projets non audités, qui tiennent pas la route, rien ne va, mais avec une croissance spectaculaire et ça fait tellement peur, quoi. On est vraiment dans une période où rien ne va. C'est vraiment ça. Rien ne va pour le moment. En termes d'investissement et d'actifs et de capitalisation d'actifs, rien ne va. C'est-à-dire que tout monte, en fait. L'économie va mal, tout s'écroule autour de vous dans le monde physique,
Mais dans la finance, tout monte et tout monte bien et c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a un truc, il y a un truc. Il y a un loup. Heu, il y a un loup. Il y a un loup dans la forêt qui va bientôt sortir. Mais c'est vrai, tout va mal, mais en finance, tout va bien. Bon, hem, voilà, voilà. Du Et coup, on se laisse tu là. penses quoi de Vas-y, ça dis-moi. d'ailleurs? Parce que moi, pour moi, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'ai ragé l'autre jour parce que j'ai quitté, enfin, ça m'est des fois je pose en gros, on est sur un groupe de crypto et l'autre jour j'ai ragé parce que j'essaie de poser des questions qui sont long terme et à chaque fois je me prends des vents quand je pose une question parce que les gens ils sont juste sur la Binance Smart Chain à vouloir faire du cash dans les 24 Ouais, heures et à se retirer avant qu'il y ait un rug pull et que les gens se fassent défoncer et moi je demande: «OK, d'accord, comment est-ce qu'on fait pour, prévoir les 6 prochains mois? Comment est-ce qu'on fait pour, bah, take profit de façon plus intelligente et quand tu take profit, dans quel stablecoin est-ce que tu retournes? Est-ce que tu vas sur une stablecoin backée par de l'or, par de l'euro, par du dollar?» Tout ça, c'est des questions que je trouve intéressantes et vu que j'ai pas connu la première crise et les gens qui se sont fait défoncer dans la première crise, c'est des questions que je trouve intéressantes. La plupart des gens qui sont dans le groupe ont connu la première crise et donc du coup, quelque part, devraient avoir pris le temps de réfléchir à ça. Alors j'ai 2 théories. Un, mes questions sont mal formulées. J'ai 3 théories. Un, mes questions sont mal formulées. 2, les gens sont juste short term et ont pas du tout pensé à ça. 3, les gens partagent pas les bons plans. je crois Heu, qu'il y a une quatrième, c'est que les gens sont short term et aussi long term. C'est juste que là, il y a une euphorie où ils ont pas envie de te répondre parce qu'ils réfléchissent pas à ça pour le moment. Mais évidemment qu'ils ont mais ils répondent quand tu les réfléchi assez. contactes en privé, ils te répondent, tu vois? Donc ça, Ouais, voilà, c'est ça. c'est C'est juste juste sur le qu'en groupe, ils ne public, parlent sur pas. le groupe, ils sont là en mode, c'est juste pour, vite, on fait du cash rapidement, quoi, tu vois? Et c'est pour ça que ces questions un peu plus fondamentales, long terme, ça prend plus de temps d'y réfléchir, ça prend des discussions publiques, c'est compliqué, ou en tout cas, il faut prendre le temps d'écrire. Les gens, il faut qu'ils prennent le temps de répondre. Là, on est sur un groupe WhatsApp où les gens, parlent, il y a 1000 messages par minute, où les gens ne réfléchissent pas, heu mais oui, évidemment qu'il y a des gens, qui ont y réfléchi sur ce groupe et qui ont des stratégies. C'est juste qu'ils ils sont en train de faire autre chose, quoi, tu vois? Mmh. Mais, mais Et oui, tout à fait. même par rapport à la finance classique, toi, tu l'envisages comment? Tu sais qu'il y a un problème. Ouais. Est-ce que c'est un biais que tu as, et qu'en fait, c'est juste que Non, ça non, va continuer à non, monter? je pense ça quand tu regardes les économistes, de ce monde, ils sont tous assez unanimes et en fait, rien ne va. C'est que l'économie autour de nous vraiment s'écroule. Je ne sais pas si vous avez vu encore les vagues de licenciements qu'il y a eu début février en France. C'est n'importe quoi. Hem, i Pôle emploi, si vous avez quelqu'un dans votre, entourage qui travaille à Pôle emploi, demandez-lui, enfin, faites un appel avec lui et demandez-lui comment il va. Il va très mal, tellement il est sous l'eau à devoir gérer ce qui se passe chez Pôle emploi, qui est une catastrophe. Hem, Nombre d'entreprises qui font faillite, mais ça a aucun sens. Enfin, ça a aucun sens. Moi, j'ai aussi un biais, c'est que, par exemple, j'accompagne des entrepreneurs. J'en ai accompagné 146, c'est un chiffre que je retiens en 2020. Je mens pas quand je dis que j'en ai un sur 3 qui a soit perdu son job, soit a fait faillite avec la boîte qu'il faisait avant et je les ai tous les jours ces gens-là, tu vois? Hem et j'ai eu quelques-uns qui étaient en larmes, quoi. Tu vois? Et encore maintenant, récemment, j'en ai encore des nouveaux. J'ai des batchs tous les 3 mois. J'en ai eu un nouveau qui, a dû vendre sa roulotte je sais pas, il vendait des trucs dans une roulotte et en fait, il a dû vendre. Il est en galère à mort, il a pas droit à Pôle emploi, il est dans la merde, quoi, tu vois? Et il est dans ses derniers remparts et j'en ai eu plein des comme ça en 2020, tu vois? Et en 2021, ça va être pire. Donc je pense que l'économie va très, 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 très mal. Par contre, les marchés financiers vont extrêmement bien enfin, est-ce qu'ils vont bien? Je pense qu'ils sont en croissance. Je ne sais pas s'ils vont bien ou pas, mais ils sont en croissance et je sais pas, je suis pas économiste, je sais rien, tu vois, de comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est bizarre et comment moi je gère ça? Je gère ça extrêmement mal. C'est que je prends que des paris risqués. Alors, je ne sais pas si je gère mal, mais en tout cas, on en parlera parce qu'on sait déjà c'est quoi ça va être quoi notre prochain podcast, parce qu'on est en train de le préparer. Enfin, on va le préparer ce week-end. Hem, mais et on en et j'espère qu'il sortira la semaine prochaine. Mais, hem, en gros, je suis dans une phase dans ma vie où je me dis, heu: «Je dois je dois prendre que des risques, économiquement parlant».
Et donc, en fait, j'ai plus de 90% de mon portefeuille qui est dans des assets ultra risqués. Crypto, startup early stage et stock. Et donc, en fait, je suis un très mauvais gestionnaire de portefeuille de père de famille, tu vois? Je suis très, 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 très mauvais. Mais je me dis, en fait, c'est tellement, les multiples sont tellement intéressants actuellement, hem, que je veux profiter de ces multiples parce qu'aussi je peux me permettre de tout perdre, parce que je suis assez optimiste et confiant sur ce que moi je peux faire si je perds tout. Mais il faut être vachement fou et optimiste pour penser ça, tu vois? Faut être vraiment fou optimiste et n'avoir aucune responsabilité dans sa vie. C'est mon cas. Et du coup, Tu je veux me dire que prends tu es optimiste et que tu as pas de responsabilité? À c'est savoir ça! si tu es fou, tu le sauras dans 1 an ou 2 peut-être. Ah non, parce que j'aurai le biais du survivant. Si dans 1 an ou 2 ça s'est très bien passé, évidemment que je te dirais: «C'est ce que je devais faire». Mais ça, c'est le biais du survivant, tu vois? C'est p pour un qui, à qui ça marche et c'est ça qu'il devait faire et 10 autres sur lesquels en fait ça a pas marché, ils se sont totalement cassés la gueule, tu que celui qui te dira que ça marche et que ça a marché. Mais en tout cas, c'est le jeu que je veux jouer et voilà. Mais voilà, donc pour le moment, je fais que des prises de risques, extrêmes et vivra qui vivra, quoi. On linkera dans la bio, le lien. Il y a donc Peter Levels, désolé d'en parler encore une fois, a fait un nouveau site web où en gros il compare, la base monétaire totale avec la fluctuation des cours Ouais. et c'est super intéressant de voir en fait qu'il y a une partie de la croissance en valeur du cours qui est due tout simplement, à la croissance du nombre de dollars qui est sur le marché. Et ça Il y veut a dire trop en fait que d'argent. votre que mmh? Oui, vas-y, continue, pardon. Ça veut dire en fait que votre dollar ou votre euro, l'euro est un peu moins impacté que le dollar, mais que votre monnaie courante, vaut moins que ce qu'elle valait il y a 6, 7, 10 mois, 1 an, 2 ans et ça c'est aussi une des raisons qui explique, la Parce qu'il y a montée du trop Bitcoin. d'argent en circulation. Mmh. Ouais. Oui, Il y a du nouveau liquide qui a été mis en circulation. il y a beaucoup trop d'argent. Enfin, tous les États ont fait tourner la planche à billets et ça, c'est j'ai pas envie de faire un podcast économique, tu vois? Parce que mais en tout cas, moi, ce que je pense et en lisant les différents experts, auxquels je fais confiance, c'est que, on va rentrer dans une, crise de la dette publique, mais monstrueuse et prions pour les 5-10 prochaines années où en fait, les États, vont devoir absolument rembourser les banques. Je ne sais pas si la Banque centrale européenne et les autres banques, annulent la dette, heu, j'y crois pas. Je crois pas qu'ils vont annuler la dette, ils vont peut-être la réduire et c'est nous qui allons payer cette dette et du coup, on va être dans une situation, d'austérité mais horrible les prochaines années. Parce qu'il y a trop d'argent en Du coup, circulation, c'est pas normal. ouais, Mais après, si ouais, tu mets pas cet argent en circulation, les gens meurent, quoi. Enfin, j'abuse quand je dis ça, mais donc les à États sont peine, obligés de ouais. s'endetter, de distribuer du cash à tout va. Vous avez vu l'argent que l'État distribue. Je sais bien que beaucoup de personnes se plaignent en mode, parce que son cousin qui a un café, ou un bar, est dans la dèche. Mais en vrai, quand tu vois l'argent que l'État distribue, mais c'est incroyable. Donc je sais pas, on verra, mais en tout cas, grosse crise qui va arriver, ça c'est su je suis convaincu à 1000. Va falloir s'armer. Je pense que nous, on fait partie des gens très privilégiés. On a accès à, une technologie, on sait l'utiliser et on a aussi notre chance, innée, d'être, pas dans des familles extrêmement pauvres, enfin et tout ce qui va avec. Mais par contre, il y a des gens qui vont être en galère, quoi. Tous ceux qui ont été, Moi je pense que le vrai largués avantage déloyal technologiquement, qu'on a, ouais, ouais, c'est ça. L'avantage déloyal qu'on a par rapport aux autres, c'est que, heu, on est rapide sur l'obstacle. Donc, en gros, s'il y a un problème qui se passe, probablement qu'on sera les premiers à trouver la solution sur internet, si elle existe sur internet et toutes les solutions existent sur internet à l'heure d'aujourd'hui. Heu et heu et c'est même pas une question de d'où on vient, ce qu'on a de côté aujourd'hui, ce qu'on a réussi à investir, parce qu'on parle tout le temps en pourcentage, mais on sait jamais le montant nominal, tu vois? Ça se trouve, on parle mmh mh, de enfin, de rien du tout, tu vois? De ouais. rikiki. Il y a des gens qui investissent des millions et nous, on investit, je sais pas moi, 1 000 €, tu vois? J'en sais rien. Non, mais par contre, peu importe le montant qu'on a investi, peu importe les multiples qu'on a fait ou pas,
si jamais un jour il y a un problème qui se passe sur le marché, tout le monde sera impacté quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il y a des gens qui vont se sauver un peu plus la peau que d'autres et ceux qui se sauvent la peau, plus vite que les autres ou qui perdent un bras au lieu de perdre un bras et 2 jambes et ben, c'est les gens qui trouvent l'information la plus vite et qui savent la plus vite l'appliquer et c'est, je pense, notre cas à nous. Hem, Tu te rends compte, que enfin, juste dernière parenthèse, il y a 300 000 terminaux, Bloomberg dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 traders professionnels dans le monde qui utilisent, le terminal Bloomberg. Il y en a sans doute un peu plus, tu vois? Donc, même arrondissons à 500 000. Tu as combien de gens qui font des bets comme nous sur un ordinateur classique? Et ça fait quand même et Oui, oui. même si tu additionnes les 2 groupes, finalement, ça fait, rien du tout de la population mondiale, tu vois? Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi retourner aux basiques. Genre, je sais pas ce que ce sera. Pareil, que toi, je suis pas expert en économie et c'est pour ça que je posais la question: «Est-ce que c'est bien de prendre de la crypto qui est backée par de l'or?» Et ça, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me reste en tête, tu vois? Il y a des solutions françaises qui existent, une solution à Londres aussi et je trouve ça intéressant de se dire: «OK, d'accord, crise, je veux rester liquide, donc c'est-à-dire que je veux pas vraiment aller acheter un lingot à la je sais pas où, et ben, qu'est-ce que je fais? Bah, j'achète, une crypto où chaque token est backé par 1 gramme d'or, par exemple. Mais 1 gramme d'or réel, pas du papier. Donc tu payes un frais d'oxydation, c'est-à-dire le frais que tu payes pour que ton gramme d'or soit réellement contenu dans un coffre quelque Mmh part dans mh. le Mmh monde mh. Mmh. et cetera. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve, comme solution. Mmh. Donc voilà, et tu vois, j'ai plein de potes. J'ai un pote là qui a mis toutes ses économies dans la crypto et je lui demande: «OK, d'accord, demain il y a un problème, tu te retires en quoi?» «USDT». Et je lui dis: «Mais tu sais ce que c'est USDT?» Et il me dit: «Bah ouais, c'est un stablecoin». Et sauf que quand tu creuses un petit peu sur internet, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs chelous qui se passent avec l'USDT. En tout Ouais. cas, il y a plein de gens qui prétendent que des choses cheloues se passent avec Sur l'USDT. Tether, ouais. Ouais, donc moi je fais pas confiance. Donc tu vois? Et il y a aussi une petite partie être rapide sur l'obstacle et aussi être un petit peu dans la suspicion et ça, je suis très fort pour ça. Donc c'est peut-être pour ça que moi je vais réussir à me sauver la peau. Mais je suis suspicieux de base, donc voilà. C'est l'avenir, on verra. On en reparlera dans le Merci. podcast quoi qu'il arrive. Ouais et on aura un podcast, certainement la semaine prochaine, qui serait intéressant un peu sur le sujet. OK, bon, je te OK. laisse. C'était l'épisode Ouais, 14. Ça dure presque 1 heure et demie. Épisode 14. Hésitez pas à liker, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça va nous faire, grimper le compteur sur, YouTube. Commentez pour dire si vous avez aimé ou pas. partagez. Partagez à Ah, votre mais pas à tout le monde. pote. Partagez juste à un pote qui a jamais vu à un pote ou une pote qui est fan d'entrepreneuriat et qui n'a jamais entendu parler de FarmSpot. Vous n'êtes pas Ouais, obligé de le ouais, partager sur votre mur, et cetera, ça on s'en fout. Enfin, si vous le faites, tant mieux, mais juste partagez-le à un pote autour de vous. ouais, en Ça, ce message serait privé, ce sur serait Messenger, génial. WhatsApp, Ouais, peu importe. Copier-coller le lien de, Spotify, YouTube, Apple Podcast, je ne sais pas sur quoi vous êtes. Si vous pouvez mettre 5 étoiles, si vous avez un iPhone, mettre 5 étoiles sur l'Apple Podcast avec un petit commentaire, ce serait super cool. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté farmspot.co. Je te laisse. à la semaine pro. Ciao, ciao, mec. Ciao.